Bonjour, Kwe Wachia, bienvenue à tous. Même si on est à distance, j'aimerais tout de même prendre un moment pour vous remercier de nous accueillir virtuellement sur vos territoires respectifs. Merci surtout d'être présent avec nous aujourd'hui pour le premier webinaire d'une série de 3 sur la planification de la conservation. Mon nom est Raphaël Piché et je suis chargée de projet en conservation à l'Institut de développement durable des Premières Nations du Québec et du Labrador, l'IDD-PNQL. Les webinaires s'inscrivent dans le cadre du projet Conservation et protection de la nature. Cette deuxième série de webinaires suit la première de l'automne dernier qui traitait des aires protégées. Donc, merci aujourd'hui à Conservation de la Nature Canada puis au Service canadien de la faune de participer. Le webinaire d'aujourd'hui est divisé en deux blocs. Le premier est sur les normes ouvertes et le deuxième est sur les plans de conservation. Donc, avant de continuer, j'aimerais ça qu'on se présente le secteur conservation de l'IDD. Laurie, veux-tu commencer? Kouiwacha, bienvenue à tous. Merci d'être présents ce matin avec nous. Mon nom est Laurie Leblanc, je suis chargée de projet en conservation à l'IDD PNQL. Merci. Christelle? Oui, Washa, oui, bonjour à tous. Merci d'être là avec nous aujourd'hui. Moi, c'est Christelle Lausier. Je suis chargée de projet en conservation également à l'IDD PNQL avec Raphaël et Laurie. Merci. Donc, c'est ça, bienvenue à tous. Comme vous le savez sûrement, on vous demandait d'éteindre votre micro comme vous l'avez fait pendant les présentations. Donc, les diapositives qui seront montrées dans la présentation, puisqu'ils sont il y a beaucoup d'informations, ils seront affichés en français. Mais par contre, ils sont disponibles en anglais sur le Google Drive. Le lien vous est envoyé dans le courriel Save the Date le plus récent, là, qui donnait les liens de participation. Puis, il va aussi être affiché dans le chat. Donc, si vous voulez suivre en anglais, vous pouvez le faire en suivant ce lien-là et cliquant sur la présentation qui est en train de se dérouler. Donc, on va avoir aussi une petite question qui va apparaître là, dans quelques secondes, qui va un peu vous sonder sur ce que vous connaissez sur les normes ouvertes. Donc, on va vous demander d'y répondre maintenant. On va vous donner petite minute de lire tout ça. Puis ensuite, on va continuer. Parfait. Je pense que Laurie, la plupart des gens ont répondu. Oui, presque la majorité des gens ont répondu. Donc, la majorité en ont un petit peu entendu parler, mais personne ne l'a utilisé. Donc, cette prochaine présentation sera bien utile pour tout le monde. Parfait. Merci, Laurie. Donc, je vais vous introduire le premier présentateur. Benoît Jobin est biologiste spécialisé en évaluation et conservation des habitats, environnement et changement climatique Canada depuis plus de 25 ans. Ses travaux récents au sein du Service canadien de la faune portent sur l'évaluation de la dynamique des habitats et des paysages dans le sud du Québec, de même que sur le développement de plans de conservation d'habitats pour les oiseaux migrateurs et les espèces en péril. M. Jobin est le coordonnateur de l'équipe de travail qui a produit l'Atlas des territoires d'intérêt pour la conservation dans les basses terres du Saint-Laurent, sujet qui va être abordé la semaine prochaine. Donc, Benoît, c'est à toi la parole si tu veux partager ton écran. Alors, bonjour tout le monde. Merci beaucoup à l'équipe des PNQL, surtout à Christelle, Laurie et Raphaël de m'inviter à partager un peu mes connaissances sur les normes ouvertes et donner une présentation, un survol de qu'est-ce que sont les normes ouvertes pour la pratique de la conservation ou les standards ouverts pour la conservation. Je vois qu'il y a quand même plusieurs personnes qui connaissent, qui ont entendu parler du concept, mais qui ne l'utilisent pas. Donc, ça va être vraiment un survol rapide parce qu'il existe des formations qui tirent sur quelques jours pour bien approfondir le concept. Mais aujourd'hui, ça va faire un survol. Vous allez voir un peu qu'est-ce que c'est, à quoi ça sert. Et ensuite, Catherine va faire une présentation sur une application concrète de la démarche des normes ouvertes dans un plan de conservation. Donc, on va y aller d'entrée de jeu comme ça. Premièrement, il faut remercier les gens qui ont développé le produit et le matériel là, que je vais vous présenter aujourd'hui. Il y a toute une organisation de ce qu'on appelle les coachs en normes ouvertes qui sont formés pour enseigner et appliquer les normes ouvertes en conservation. Moi, j'ai suivi la formation de coach, Catherine aussi. Puis les présentations sont basées beaucoup sur les organisations qui ont créé les normes ouvertes, dont le Foundation of Success, The Nature Conservancy, le World Wildlife Fund et Conservation de la Nature Canada. Donc, on remercie ces organisations-là de nous soutenir dans nos séances d'information et de formation des normes ouvertes. Les normes ouvertes en soi, ça a été développé par des organisations internationales, ça fait peut-être
15-20 ans que les premières versions ont été mises sur pied. On est rendu à la 4e version des normes ouvertes, des standards ouverts. La version française est disponible sur le site Internet. Et ça a été créé par différentes expertises là, de gens qui venaient de différentes organisations pour développer une démarche une façon logique de penser à un plan de conservation et comment le mise en œuvre. Un intérêt, c'est qu'il y a une terminologie commune, je vais en glisser un petit mot tantôt, puis c'est maintenant une démarche de projet qui est utilisée mondialement. C'est pas juste un concept nord-américain, par exemple. Puis la démarche des normes ouvertes, en fait, c'est une gestion de gestion adaptative de projet. Donc, on planifie un projet, on met en œuvre des actions de conservation et on apprend de nos actions parce que des fois, on fait des choses qui fonctionnent bien, des fois, on fait des choses qui fonctionnent mal. Donc, on apprend au fur et à mesure de la mise en place et de la mise en œuvre d'un projet de conservation. Et les normes ouvertes, c'est vraiment une démarche qui est axée sur les résultats. On donne comme un plan opérationnel, une ligne de conduite, puis on vise à atteindre des résultats qui vont nous mener à faire des gains en conservation. Donc, c'est une démarche qui est bien encadrée, une démarche par étapes, mais ce n'est pas une recette à suivre à la lettre comme telle. On peut prendre un projet qui est en cours puis intégrer l'information dans la démarche des normes ouvertes et cheminer au cours du temps dans cette démarche-là. Moi, ce que je comprends souvent de cette démarche-là, c'est qu'on sait beaucoup qu'est-ce qu'on a à faire, quelles sont nos idées, quels sont nos concepts, quelles sont nos théories, mais ça permet de bien cadrer les idées puis de bien cibler les actions à mettre en œuvre pour atteindre nos objectifs. Donc, essentiellement, c'est un guide. C'est un guide, mais c'est un guide qui est vraiment bien conçu, puis avec les mises à jour qui sont faites périodiquement, ben c'est de plus en plus raffiné, mais de plus en plus facile aussi à comprendre les concepts. Donc, qu'est-ce que la démarche des normes ouvertes vise à atteindre? C'est qu'on veut mieux comprendre et mieux cibler nos objectifs de conservation, mieux, comment on peut dire, adresser les enjeux de conservation, déterminer quelles sont les pressions et les menaces qui touchent à nos écosystèmes, à nos espèces, à ce qui nous tient à cœur. Donc, vraiment mettre le doigt sur les menaces qui sont les plus importantes. Puis toute la réflexion qui entoure ça, ça va nous amener à déterminer les actions de conservation qui sont les plus pertinentes pour réduire l'impact des menaces sur nos écosystèmes. En fait, si on avait $1, $10 à investir en conservation dans un projet, où est-ce que ça serait peut-être le plus payant pour investir ce dollar-là? Un peu une façon simple de réduire, de montrer à quoi sert la démarche, mais en fait, c'est vraiment de bien comprendre la situation puis de déterminer les actions les plus précises. Puis au final, ben, on se pose des questions dans le mode de réflexion de gestion adaptative. Est-ce qu'on fait les bonnes choses? Est-ce qu'on le fait correctement? Puis est-ce que ça donne de quoi? Est-ce que nos actions amènent des résultats concrets sur nos écosystèmes, sur ce qu'on appelle nos cibles de conservation? Comme je disais en début, ça fait peut-être 15-20 ans que les normes ouvertes ont commencé à être intégrées dans le paysage de la conservation. On voit ici une carte qui montre les projets qui sont partagés avec les autres utilisateurs des normes ouvertes partout au pays, mais partout dans le monde. C'est des centaines d'organisations qui ont utilisé les normes ouvertes dans des milliers de projets de conservation. Ici, au Canada, Environnement Canada a pris l'approche d'utiliser les normes ouvertes dans la planification de la conservation pour différents territoires au Canada, dans chacune des régions. Autant pour ce qu'on appelle les lieux prioritaires comme les basses terres du Saint-Laurent ou d'autres secteurs d'intérêt dans les différents programmes de conservation qu'on gère. Parc Canada, la CEPAC commence à intégrer le concept des normes ouvertes dans leur planification pour les parcs nationaux. Conservation de la nature est à 100% dans la démarche des normes ouvertes pour la rédaction de leur plan de conservation. Catherine va nous en montrer un exemple tantôt. Il y a plusieurs organismes de conservation aussi qui commencent à maîtriser le concept des normes ouvertes et qui appliquent ce mode de gestion-là dans leur projet de conservation puis dans leur planification. Donc, c'est de plus en plus connu, de plus en plus utilisé. Puis, ce qui est vraiment intéressant avec les normes ouvertes, c'est qu'il y a un langage commun qui est partagé par tous les utilisateurs. Donc, il y a un lexique, il y a comme un dictionnaire avec une terminologie standardisée des menaces et des pressions. Et la même chose pour les actions de conservation qui sont mises en place. Donc, si, par exemple, dans mon projet, dans les basses terres du Saint-Laurent, je parle de culture annuelle et pérenne, la menace 2.1, je fais référence exactement à la même menace qu'un projet qui va avoir lieu
dans des paysages agricoles de l'Alberta ou du Brésil, par exemple. Donc, c'est une terminologie qui est standardisée partout et les normes ouvertes sont disponibles en plusieurs langues. Donc, il y a des traductions qui ont été faites, mais quand on fait référence, par exemple, à la menace 2.1, on sait exactement de quoi on parle, puis on peut partager nos bons coups avec la communauté mondiale qui utilise les normes ouvertes. Donc, ça, c'est un gros plus, d'utiliser un langage commun entre les différents projets. Et associé aux normes ouvertes, il y a un logiciel qui s'appelle Miradi, qui permet d'intégrer les informations qu'on récolte tout au long d'un projet au niveau de nos écosystèmes, au niveau de nos espèces, toutes les pressions, les menaces. Puis le logiciel nous permet de bien cadrer nos idées et de faire certaines analyses qui vont nous aider à déterminer les menaces les plus importantes et les actions de conservation et surtout à développer nos stratégies de conservation. Donc, toute la terminologie que j'utilise en ce moment, on va la voir en cours de présentation. Mais le logiciel Miradi, il est vraiment basé pour soutenir la démarche des normes ouvertes. Puis, il y a un partage de tous les projets qui sont développés dans Miradi qui peut être partagé avec l'ensemble des gens qui utilisent les normes ouvertes partout dans le monde sur une plateforme qui s'appelle Miradi Share. Donc, on peut quand notre projet est bien monté dans Miradi, on peut le mettre sur Miradi Share. Puis les gens de partout dans le monde vont pouvoir avoir accès à nos informations, à nos stratégies de conservation. Puis ça peut permettre à quelqu'un qui travaille, par exemple, sur le caribou, dans les territoires du Nord-Ouest, s'il y a un projet sur le caribou de Val-d'Or qui est monté dans Miradi, le projet sur Miradi Share, les gens du territoire du Nord-Ouest peuvent voir de quelle façon les gens de Val-d'Or ont considéré tout le projet de conservation du caribou. Il peut être adapté ce qui a été développé à Val-d'Or sur leur territoire ou leurs enjeux de conservation ailleurs au pays. Donc, une plateforme d'échange très, 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 très utile pour ceux qui utilisent et qui maîtrisent les normes ouvertes. Donc, les normes ouvertes, c'est une démarche par étapes. Il y a 5 étapes dans les normes ouvertes. La première étape, c'est de concevoir, donc de déterminer quel est notre projet de conservation, sur quel écosystème, sur quelle espèce, sur quel site de bien-être humain on veut travailler, faire l'analyse des menaces, l'analyse des situations. La deuxième étape, c'est de planifier. Donc, quand on comprend bien notre système, notre situation, on développe des stratégies de conservation et on identifie quelles sont les actions prioritaires à mettre en place pour obtenir des gains en conservation. Il y a la troisième étape qui est la mise en œuvre des actions de conservation. Quatrième étape, analyser et adapter. Donc, on met en place nos actions. On a des indicateurs pour déterminer est-ce que nos actions donnent des résultats concrets. Et si oui, on continue dans notre démarche. Sinon, là, on peut se poser des questions pourquoi nos actions n'ont pas donné les résultats attendus, s'adapter puis recommencer la route. Puis la cinquième étape, c'est de partager. C'est justement un des objets de Miradi Share, c'est quand notre projet est bien en marche puis qu'on a adapté des façons de faire en cours de route, on peut partager les bons coups puis partager qu'est-ce qui a moins bien fonctionné avec nos collègues, nos partenaires, pour après ça relancer la boucle du cycle. Une gestion adaptative, donc on regarde qu'est-ce qui fonctionne moins bien, et on s'adapte en cours de route. Donc, une démarche en 5 étapes. Puis les principales étapes de la démarche des normes ouvertes, je vais vous présenter rapidement, puis ensuite on va les décliner puis en discuter davantage. Et que quand on a une idée de travailler sur un projet de conservation, on se monte une équipe de travail, on regarde sur quel territoire on veut travailler, puis on identifie nos sites de conservation. Ensuite, on fait une analyse de la viabilité des sites. En fait, c'est comme un diagnostic sur l'état de santé de nos écosystèmes. Est-ce que, finalement, on va faire un plan de conservation? Est-ce que ça va bien ou non? On fait quand même une analyse de la viabilité pour voir quel est l'état actuel. On fait une analyse des pressions et des menaces. On regarde pourquoi ces menaces-là sont présentes, ce qu'on appelle une analyse de la situation. Quels sont les facteurs qui font que ces menaces-là sont présentes et qui ont un impact sur l'intégrité de nos sites de conservation. Quand on comprend bien la situation, on développe des stratégies de conservation, on s'identifie des buts, on identifie ce qu'on appelle des scénarios de changement. En fait, c'est quand on met en œuvre nos stratégies de conservation, on se fait des hypothèses pour déterminer si je mets en œuvre telle action, est-ce qu'on va avoir les résultats escomptés? Et si oui, est-ce que je mets en œuvre la prochaine action jusqu'à temps que ma stratégie soit bien établie?
Puis, on se donne un plan de suivi avec des indicateurs pour justement déterminer en cours de route est-ce que nos stratégies fonctionnent bien, est-ce que notre mise en œuvre fonctionne bien. Donc, en bas, puis bon, il y a toute la question de plan opérationnel qui est un peu plus technique, là. Mais ce qu'on voit en bas, c'est qu'on a une stratégie de conservation en jaune. Le code des couleurs est très important parce que dans les normes ouvertes, quand on a une boîte jaune, on parle de stratégie. Quand on a une boîte rouge, on parle d'une menace. Quand on a une boîte verte, on parle d'une cible de conservation. C'est le même code de couleurs dans tous les projets développés dans les normes ouvertes partout dans le monde. Donc, en gros, on développe des stratégies de conservation qui vont aller agir sur des facteurs qui contribuent à nos menaces, qui vont agir sur les menaces qui touchent directement à nos cibles de conservation. Donc, on met en œuvre des stratégies et des actions pour améliorer la condition de nos écosystèmes, de nos espèces. Ça n'empêche pas qu'on peut faire de la mise en œuvre des actions en continu. On en fait tous de la conservation, on fait tous des planifications. Nous, Environnement Canada, on finance des projets, puis on fait nous-mêmes des projets de conservation. On n'a pas besoin d'avoir un plan de conservation détaillé dans les normes ouvertes pour agir, mais la démarche des normes ouvertes nous permet de mieux cadrer nos idées. Donc, tout le long d'un projet de normes ouvertes, on met en œuvre nos actions de conservation, puis on adapte en cours de route là, au fur et à mesure que l'information et les résultats sont intégrés et arrivent sur nos tablettes. Donc, la première étape d'un projet des normes ouvertes, c'est de se monter une équipe de travail. On a une idée de projet, on a un territoire déterminé sur lequel on veut travailler. Donc, idéalement, il y a un ou deux responsables de projet. Là. Il y a toujours comme un leader qui prend en charge le projet. Puis, il y a une équipe de projet qui est créée de peut-être 3, 4, 6 personnes qui connaissent bien la situation, qui connaissent bien les écosystèmes, qui connaissent bien les espèces. Et c'est cette équipe-là qui va bien maîtriser la démarche des normes ouvertes, puis qui va idéalement intégrer l'information dans Miradi. Donc, une équipe de projet qui suit le développement et la mise en œuvre du plan de conservation tout le long du projet. Puis cette équipe-là s'entoure de conseillers et d'experts aux besoins. Quand par exemple, on va faire une analyse sur les menaces du ginseng 5 foliole dans les basses terres du Saint-Laurent, on va faire appel à des chercheurs, à des experts sur les plantes menacées qui vont nous donner des conseils sur l'information qu'on a besoin d'intégrer dans notre projet. Donc, ces experts-là ne sont pas toujours impliqués dans le projet. Il y a vraiment une équipe de projet centrale, puis on va aller chercher l'information aux besoins aux différents experts qui peuvent nous renseigner. Puis, autour de tout ça, il y a les parties prenantes, toutes les organisations, les gens, les communautés qui peuvent être touchées, impactées ou qui peuvent contribuer à la mise en œuvre des actions du plan de conservation. Donc, une petite équipe de projet qui s'entoure d'experts et de parties prenantes tout au long du projet. L'autre étape dans la partie de concevoir le projet, c'est ce qu'on appelle la portée. On détermine sur quel territoire on veut travailler ou sur quelle espèce on veut travailler. Donc, la portée peut être de nature géographique, donc un territoire d'intérêt comme le secteur de la baie James, par exemple. On va dire on va développer un plan de conservation pour la baie James, on peut faire un plan de conservation pour une aire protégée dans le coin de Gros-Capouda ou à Val-d'Or. Ou on peut travailler sur une espèce rare ou envahissante. Par exemple, on peut développer un plan pour le caribou de Val-d'Or spécifiquement. Donc, soit un territoire, soit une espèce. C'est souvent une portée géographique là, qui fait l'objet des plans de conservation qui sont développés avec les normes ouvertes. Un exemple ici, moi je travaille beaucoup dans le sud du Québec. La portée de mon projet, c'est les Basses-Terres du Saint-Laurent. C'est une écorégion, c'est immense comme territoire. Mais on peut développer un plan de conservation pour une municipalité, pour une aire protégée. L'échelle spatiale peut varier grandement d'un projet à l'autre. Donc, selon votre besoin à vous, vous déterminez la portée géographique sur laquelle vous voulez travailler. Donc, ça peut être aussi petit qu'un parc de 3 hectares qu'une écorégion de 32 000 km² comme les Basses-Terres du Saint-Laurent. Et pour notre territoire, par exemple, pour les Basses-Terres du Saint-Laurent, on se donne une vision. Une vision, qu'est-ce que c'est? C'est un énoncé, une façon de se projeter dans le futur puis de dire, comment j'aimerais voir mon territoire dans 50 ans, par exemple? Est-ce qu'en 2050, j'aimerais que les caribous de Val-d'Or soient protégés, que les milieux humides des Basses-Terres du Saint-Laurent soient tous intègres et même qu'ils soient fonctionnels et qu'on ait un niveau de protection élevé? Donc, on se donne une vision à long terme qui va refléter les préoccupations et les besoins des
différentes personnes qui font partie de l'équipe de projet. Donc, une façon de voir, c'est qu'on peut dire, je suis rendu en 2050, je regarde en arrière, j'ai fait des actions de conservation pendant 30 ans. Est-ce que ça a donné quelque chose? Est-ce que l'état de situation de mon territoire est maintenant dans l'état où je voulais qu'il soit il y a 30 ans? Donc, un énoncé de vision, par exemple, pour les bâtisseurs du Saint-Laurent, la vision était quand même assez longue, mais on se dit, d'ici 2050, ce qu'on aimerait voir comme paysage dans les bâtisseurs du Saint-Laurent, c'est des habitats qui sont nécessaires pour la survie des espèces en péril et différentes, en fait, la biodiversité en général. Des habitats qui sont conservés au sein de réseaux écologiques. Et comment on le fait? On le fait par des actions qui sont mises en place par le gouvernement fédéral, le gouvernement provincial, les citoyens, les municipalités, etc. Donc, on se donne une vision, puis c'est toujours intéressant de se rapporter ou de se ramener à la vision en cours de projet pour se dire, finalement, pourquoi on fait ça? C'est parce qu'on vise à obtenir un territoire qui est en bonne santé. L'autre étape importante dans la première étape des normes ouvertes, c'est de déterminer les sites de conservation. Ça, c'est vraiment la théorie, la terminologie adaptée par les normes ouvertes. En anglais, on parle de conservation targets. C'est qu'est-ce qui nous tient à cœur, qu'est-ce qu'on veut conserver, c'est sur quoi on veut mettre l'emphase dans notre projet de conservation. Souvent, c'est des écosystèmes. On va travailler sur les milieux humides, sur les milieux forestiers, sur les milieux agricoles dans un territoire donné. Et ça peut être des espèces aussi. On peut dire on vise à protéger l'hirondelle de rivage, par exemple, parce qu'elle est vraiment ciblée, qu'elle a des besoins de conservation très spécifiques. Donc, notre site de conservation peut être aussi des espèces. Et ça peut être aussi des sites de bien-être humain, comme par exemple des lieux sacrés ou des réserves d'eau potable. Ce n'est pas nécessairement de la conservation de la biodiversité comme telle, mais s'il y a des valeurs spirituelles associées à un territoire, on peut vraiment en faire des sites de conservation bien précises, qu'on appelle des sites de bien-être humain, des Human Well-Being Targets, comme on appelle en anglais. Donc, une petite schématisation d'un territoire, par exemple, ici, on a un estuaire de rivière. Quelles pourraient être les cibles de conservation qu'on pourrait retenir dans un territoire comme ça? On a des grands écosystèmes, ce qu'on appelle le filtre grossier, les forêts mixtes, les rivières, les milieux humides. Et si on veut conserver la biodiversité de notre territoire, on se pose la question, si je fais des actions de conservation pour mes grands écosystèmes, est-ce que je vais aller conserver les espèces qui m'intéressent dans ce territoire-là? Peut-être que oui, peut-être que non. Sinon, on peut rajouter des espèces particulières, ce qu'on appelle le filtre fin, par exemple le saumon ou une grive qui ne serait pas considérée dans nos sites de conservation. Donc, on fait une analyse des grands écosystèmes sur lesquels on peut agir, puis s'il y a des espèces particulières sur lesquelles même si on fait des actions de conservation sur les écosystèmes qui seraient peut-être oubliés ou qui tomberaient entre deux cracks, par exemple, on les retient comme site de conservation. Un exemple facile à comprendre, c'est peut-être le martinet ramoneur, une espèce qui va nicher dans des cheminées, donc en milieu urbain. Donc, on peut faire notre plan de conservation pour avoir des sites de milieux humides, de milieux forestiers. Mais dans notre territoire, on sait qu'il y a des martinets ramoneurs qui vont nicher dans des cheminées où il y a des dortoirs. On va ajouter le martinet ramoneur comme une site de conservation. Habituellement, dans un projet, on essaie de ne pas dépasser 8 sites de conservation parce que là, le projet devient vraiment compliqué. Donc, entre 6 et 8 sites de conservation, c'est un nombre de sites qui est quand même assez bien gérable. Puis les sites de bien-être humain, c'est des sites qui sont associés souvent aux services écosystémiques qui sont fournis par les écosystèmes, par les milieux naturels. Par exemple, ici, on a les milieux forestiers qui peuvent être une cible en soi pour notre projet de conservation. Mais les milieux forestiers vont fournir des services écosystémiques comme des produits forestiers, comme du bois chauffage ou de la sériculture, des champignons ou autres. On peut traduire ce que le milieu forestier va nous donner comme service écosystémique, puis on peut en faire des cibles de bien-être humain. Par exemple, tout l'approvisionnement en gibier dans un territoire peut être une cible de bien-être humain, toutes les cibles qui peuvent être associées à la réduction des inondations. On peut travailler sur les milieux humides, mais on peut travailler aussi sur la cible de réduire les inondations. Les lieux sacrés aussi, c'est
qui sont associés à des valeurs spirituelles dans un territoire, ben, c'est pas un écosystème en soi, mais ça peut être une cible de conservation qui est liée au bien-être humain et qui peut être très, très bien adapté et intégré dans un projet de conservation. Donc là, on a une équipe de projet, on a déterminé un territoire sur lequel on veut travailler. On a choisi nos sites de conservation. Maintenant, on se pose la question, comment avoir nos sites de conservation? Quelle est la viabilité de nos sites de conservation? Donc, c'est un peu comme si on va chez le docteur et on fait un diagnostic. Mes milieux humides dans mon territoire d'intérêt, est-ce qu'ils sont en bonne santé ou ils sont très, très dégradés? Donc, l'analyse de viabilité nous permet de poser un diagnostic sur l'état actuel de nos cibles, puis est-ce que s'ils vont bien, tant mieux. S'ils ne vont pas bien, bien, on va mettre en place des actions pour améliorer l'état de santé de nos cibles de conservation. De quelle façon on fait l'analyse de viabilité? On fait ça au moyen de ce qu'on appelle des attributs écologiques clés et des indicateurs. Donc, les attributs écologiques, c'est comme des critères qui permettent de déterminer de quelle façon nos cibles se comportent, quel est leur état de situation. Puis il y a trois types d'attributs écologiques et d'indicateurs. Il y a des attributs qui sont liés à la taille, donc plus un concept de superficie ou de quantité, en fait. Si on parle d'un écosystème, on va dire peut-être la superficie des milieux humides qui sont présents sur le territoire de Kahnawake, par exemple. Ça peut être un attribut qui est lié à la taille, ou ça peut être lié à l'abondance des espèces, sur le nombre de couples de fous de bassin qui nichent à l'île Bonaventure, par exemple. Ça, on va avoir un attribut de taille. On peut avoir des attributs qui sont liés à la condition. Là, on parle plus de structure de population, de structure des écosystèmes. Par exemple, le pourcentage de vieilles forêts dans un milieu donné ou le nombre de géniteurs qui peuvent remonter une rivière à saumon, par exemple. Donc, plus une caractéristique de la structure des populations. Puis, on a des attributs écologiques qui sont liés au contexte géographique. Donc, là, on parle plus de paysage environnant, de connectivité, de processus écologiques là, qui peuvent toucher à nos sites de conservation. On essaie d'avoir des attributs écologiques de chacune des trois types pour nos sites de conservation, mais ce n'est pas nécessaire, c'est souhaité. Mais c'est une analyse qui peut se faire à long terme aussi. On n'a pas besoin d'avoir l'analyse de viabilité qui soit complétée en début de projet pour avancer dans notre planification. Un exemple pour une analyse de viabilité des cibles, beaucoup basée sur des analyses géomatiques ou la littérature scientifique ou des avis d'experts. Ici, j'ai un exemple où notre cible de conservation est les milieux forestiers. Notre attribut écologique, c'est un attribut de condition, c'est les forêts d'intérieur, et notre indicateur qui est déterminé pour suivre l'état de santé de notre cible, c'est le pourcentage de forêts d'intérieur dans nos milieux forestiers, dans notre territoire donné. Donc, on va mesurer le pourcentage de forêts d'intérieur avec, par exemple, des images satellites ou avec les analyses géomatiques. Puis, on classe les valeurs. On se donne des seuils pour déterminer est-ce que si on est en bas de 15% de pourcentage de forêt d'intérieur, notre cible est en bonne, notre viabilité est faible. Si elle est entre 16 et 30%, notre viabilité est moyenne. Sinon, c'est bon ou très bon. Donc, le travail de déterminer des indicateurs et des seuils, ça peut être très long, ça peut être fastidieux, mais il ne faut pas se limiter à ça pour avancer le projet. Ça peut se faire en cours de route. Mais ça nous aide beaucoup à déterminer les buts à long terme pour notre plan de conservation. Donc, dans mon territoire donné, j'ai fait une analyse avec QGIS, puis j'ai réalisé que mon pourcentage de forêt d'intérieur est à 18%. Ça tombe dans la catégorie moyen, donc la viabilité est moyenne pour cet indicateur-là. Puis, mon but à long terme, mon but recherché serait est-ce qu'on peut... on espère que nos forêts d'intérieur atteignent ou dépassent le niveau de 30% dans notre territoire donné, soit par des activités de conservation ou de juste laisser aller la forêt ou de l'aménagement forestier en bordure de nos parcelles forestières. Donc, on se donne des indicateurs, on mesure l'état actuel, puis selon l'état qui est mesuré en fonction de la connaissance scientifique ou de la littérature ou des experts, on peut dire oui, notre indicateur est en bonne santé ou on devrait peut-être travailler pour améliorer la viabilité de la cible. Donc, on fait cette analyse-là pour l'ensemble des sites de conservation. Et ici, j'ai un exemple où les 3 sites de conservation, les forêts de falaise, les forêts humides, les forêts mésiques,
avec mes 3 types d'attributs écologiques, conditions, contexte, taille, et j'arrive au final, quand j'intègre les informations dans Miradi, dans le logiciel qui permet d'accompagner un projet, bien, je vais savoir que mes forêts et falaises de la Côte-Nord sont assez passables. Il y aurait des besoins de conservation ou de restauration, mais mes forêts humides de montagne sont en bon état. Donc là, peut-être qu'on va travailler plus à maintenir l'état actuel des sites qu'à penser à faire de la restauration ou de l'aménagement comme tel. Donc, ça nous permet un peu de bien comprendre l'état de nos écosystèmes ou de nos espèces dans notre territoire d'intérêt. Puis, on peut avoir un rang global en bas à droite qui dit, bien, dans le territoire d'étude du projet, en général, nos écosystèmes sont en mode passable puis il y a du travail à faire. Donc, ça donne un portrait de l'état de santé de nos écosystèmes. On sort du cabinet du docteur, puis on a notre rapport, puis on dit, ouais, ben là, peut-être que mes milieux humides sont en plus mauvais état que je pensais, ou mes forêts, finalement, sont en bon état, puis je vais peut-être ajuster mes actions en fonction de la connaissance que j'ai de la santé de mes cellules. L'autre étape, c'est l'analyse des pressions et des menaces. Donc, on a nos sites de conservation, on connaît leur état de santé, et s'il y a des sites qui sont en moins bonne santé, bien, pourquoi ils sont en moins bonne santé? Qu'est-ce qui fait que nos sites de conservation sont dégradés ou qu'il y a des populations d'espèces qui sont en déclin? Bien, c'est de faire l'analyse des pressions et des menaces qui touchent à nos écosystèmes, à nos espèces. C'est principalement des activités humaines. On n'embarquera pas, on ne discutera pas aujourd'hui des changements climatiques comme tel. C'est un enjeu qui est énorme. Quand on fait l'analyse des menaces qui touchent au changement climatique, on peut penser plus au stress qui sont posés à nos écosystèmes, comme l'érosion des rives ou le rehaussement de la mer, mais on n'ira pas jouer sur les émissions de gaz à effet de serre. C'est hors de notre contrôle. On va travailler plus sur les stress qui touchent à nos sites de conservation. Mais quand on fait l'analyse de nos sites de conservation, bon, on identifie les menaces qui vont carrément affecter la viabilité ou l'intégrité de nos écosystèmes, de nos espèces. Donc, l'agriculture intensive, l'exploitation forestière, les espèces exotiques envahissantes, c'est toutes des activités humaines ou augmentées par l'activité humaine qui vont aller affecter l'état de nos sites de conservation. Quand on fait une analyse quand on détermine les menaces qui touchent à nos cibles, bien, souvent on peut se baser sur les plans de conservation existants, les programmes de rétablissement d'espèces en péril, les plans de conservation de la flore du provincial. Il y a beaucoup de documents qui existent où l'analyse des menaces est faite. On peut en faire une extraction puis d'avoir un premier portrait des menaces qui touchent à nos cibles. Puis ensuite, on va les classer pour déterminer quelles sont les menaces qui sont peut-être les plus importantes sur lesquelles on devrait travailler. Donc, on va les classer avec 3 critères. La portée, la gravité, l'irréversibilité. La portée, c'est le pourcentage de notre cible qui peut être touché par une menace, par une pression. Par exemple, j'ai 50 hectares de milieux humides dans un territoire donné, puis je sais que l'agriculture intensive est en train de gruger mes milieux humides, mais j'ai peut-être 20 de mes milieux humides de mon territoire qui sont touchés par la menace. Donc, j'ai une portée qui est quand même assez élevée. J'ai 20 de mes milieux humides qui sont touchés par la menace. Puis ensuite, bien, je regarde les milieux humides qui peuvent être affectés par cette menace-là. Est-ce que la menace est grave? Est-ce que ça va dégrader beaucoup l'intégrité de mon écosystème? Est-ce que ça va carrément briser les processus écologiques, éliminer des espèces? Ou on peut avoir des menaces qui sont présentes, mais qui ne sont pas très graves? Que la menace est là, on a des espèces exotiques dans un territoire, mais actuellement, la gravité n'est pas très élevée. Ça ne touche pas trop à nos communautés floristiques. Donc, il y a moyen d'aller classer la gravité selon différentes classes, catégories. Et l'irréversibilité, bien, c'est la menace est présente. Est-ce que si on fait des actions de conservation ou de restauration, on peut éliminer cette menace-là facilement? Quand on construit un Walmart par-dessus un milieu humide, bien, souvent l'irréversibilité est assez élevée. Puis même si on fait beaucoup d'actions de restauration, il y a des chances que le Walmart soit là dans 10 ans et que le milieu humide reste disparu. Mais si on a une menace qui est liée à du dérangement humain parce qu'il y a des sentiers de VTT, il y a peut-être lieu de modifier les routes de VTT ou de fermer des sentiers, puis de réduire l'impact de la menace à court terme, d'ici 5 ans ou 10 ans, par exemple. Donc, pour chacune des menaces, pour chacune des cibles, on fait la caractérisation avec ces 3 critères-là de portée, de gravité et d'irréversibilité. Donc, on se base beaucoup sur les documents qui sont déjà publiés.
une bonne façon, une bonne étape dans le projet pour impliquer les experts des différentes espèces dans le projet. Là, quand je montrais au début l'équipe de projet, les experts qui gravitent autour du projet, c'est vraiment une bonne occasion de les impliquer dans le projet pour aller chercher leur expertise pour bien comprendre les différentes menaces et l'impact des menaces sur les cibles. Puis quand on a fait notre réflexion, là, on peut aller dans Miradi puis intégrer les informations dans Miradi. Ça, c'est une image qui est extraite du logiciel Miradi. Dans l'exemple que j'ai ici, c'est les cultures pérennes, les champs de foin, les pâturages dans lesquels on retrouve plusieurs espèces d'oiseaux champêtres en déclin. La menace peut être la fauche hâtive. Quand on va faire des coupes de foin début juin, il y a des chances qu'on détruise des nids, qu'il y ait des œufs qui soient écrasés. Donc, on regarde, dans l'exemple que j'ai ici, j'ai la fauche hâtive qui a lieu dans nos champs de foin, dans nos cultures pérennes. Ici, en bas à gauche, j'ai le scope, c'est ma portée. Est-ce que l'ensemble de mes champs de foin dans mon territoire donné peut être touché par cette menace-là? Ici, c'est très élevé, c'est oui. La gravité a été jugée élevée. Ça a un impact important sur les oiseaux. L'irréversibilité peut être modérée. On peut peut-être changer les pratiques agricoles d'ici 5, 10, 15 ans pour amener des pratiques agricoles qui seraient plus compatibles avec les oiseaux champêtres. Donc, on a ici une cible et une menace, puis on fait la caractérisation avec nos 3 critères. Et finalement, ce qu'on voit, c'est que cette menace-là sur notre cible, c'est une menace qui est quand même élevée sur la menace de la fauche hâtive dans nos champs de foin est élevée pour nos oiseaux champêtres. Donc, en intégrant les informations dans Miradi, on va avoir un portrait de l'importance des menaces. Puis quand on le fait pour l'ensemble de nos sites de conservation, ici, j'ai des cultures pérennes, des friches, des milieux humides, des milieux aquatiques. Puis à gauche, j'ai l'ensemble de mes menaces qui ont été analysées. Au final, je peux savoir que pour mes cultures pérennes, en général, les cultures pérennes sont impactées de façon modérée par les différentes menaces, avec l'ensemble des menaces qui sont spécifiées. Puis, de l'autre sens, je peux voir que les exploitations agricoles vont avoir un impact sur les cultures pérennes, sur les friches, les milieux humides. Et au final, les exploitations agricoles vont avoir une menace modérée sur l'ensemble de mes sites de conservation. Donc ici, dans ma colonne de droite, j'ai mon rang, une classification relative de l'importance de mes menaces, puis ça va me donner une idée sur lesquelles menaces sont les plus importantes dans mon territoire, sur lesquelles menaces je devrais peut-être porter plus d'attention dans mon plan de conservation. C'est pas parce qu'une menace est classée faible, là, si je reviens en arrière, des fois, il y a des menaces qui sont classées faibles, mais il y a des opportunités qui arrivent, qui disent, j'aurais peut-être juste un petit effort à faire pour aller travailler sur cette menace-là, même si elle est jugée faible, je peux quand même aller faire des gains en ayant une opportunité, un financement ou un propriétaire qui est prêt ou un entrepreneur qui est prêt à travailler avec moi. Donc, c'est pas parce qu'une menace est jugée faible qu'on peut pas la considérer. Des fois, il y a des opportunités qui se présentent et que ça vaut vraiment la peine d'aller y travailler. Donc là, on a identifié nos menaces sur nos écosystèmes, sur nos espèces, et on les a classées. Après ça, on se pose les questions, c'est, on a de l'exploitation agricole, on a des espèces envahissantes, on a de la foresterie dans mon territoire. Pourquoi ces menaces-là sont présentes? Qu'est-ce qui cause le problème? Donc, on se pose des questions à savoir, on a de la foresterie. Qui est impliqué dans la foresterie? Est-ce que les compagnies forestières, le gouvernement qui va avoir un approvisionnement, qui donne des droits de coupe à des compagnies? Pourquoi ils font ça? Donc, on se pose une question. La menace est présente. Qui fait la menace? Pourquoi elle est là? Puis à qui ça peut profiter, par exemple. Donc, on fait ce qu'on appelle une analyse de la situation pour bien comprendre quels sont les facteurs qui contribuent à cette menace-là. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on se montre une espèce de modèle conceptuel où on a nos sites de conservation. Ici, dans l'exemple, j'ai mes milieux forestiers. Puis ma menace qui affecte mes milieux forestiers, c'est l'expansion des zones résidentielles, l'étalement urbain qui vont aller gurger les milieux forestiers. Bon, ça, c'est ma menace directe. Qu'est-ce qui fait qu'on a une menace qui est présente? Peut-être que la biodiversité et les milieux naturels d'intérêt ne sont pas considérés dans les planifications territoriales. Ça, c'est un facteur qui contribue à cette menace-là. Les gens veulent aller s'établir en nature, veulent avoir une maison ou un chalet dans un milieu qui est plus bordé d'arbres. Il y a une demande pour avoir des logements en nature. Donc, c'est un facteur qui contribue à l'étalement urbain, qui vont toucher à nos sites de conservation. Donc, c'est tout
une façon quand on a déterminé nos menaces, d'essayer de mettre le doigt sur quels sont les facteurs qui contribuent à cette menace-là. Ce qui nous amène à développer ce qu'on appelle un modèle conceptuel. C'est un diagramme qui montre ici à droite, en vert, j'ai mes cibles de conservation. En rose, ce sont mes menaces directes que j'ai intégrées dans l'IRADI. Et tout ce qui est en boîte orange, ce sont les facteurs qui contribuent à ces menaces-là. Donc, on essaie de se monter un modèle. Souvent, ça peut être un peu compliqué, mais il faut se mettre en tête, si on veut vraiment travailler sur une menace, si on veut avoir un impact sur une menace, il faut souvent aller travailler sur la cause de cette menace-là pour avoir un impact sur nos écosystèmes, sur nos sites de conservation. Donc, on se fait un modèle comme ça, où on fait les liens de cause à effet entre les facteurs qui contribuent à nos menaces et les menaces, et ça va nous permettre par la suite de déterminer sur où est-ce qu'on devrait agir pour réduire l'impact des menaces. C'est ce qu'on appelle déterminer les points clés d'intervention dans notre modèle. Ici, par exemple, j'ai mis les corridors forestiers, mes milieux forestiers qui sont impactés par le défrichement, par la construction de logements. Donc, j'ai une expansion urbaine, j'ai un étalement urbain qui touche à mes milieux forestiers. Qu'est-ce qui cause ce défrichement-là? C'est qu'il y a une urbanisation rapide, il y a des politiques gouvernementales qui sont peut-être favorables au développement urbain. Il n'y a pas vraiment d'enjeu de conservation, par exemple, dans une planification territoriale. Donc, juste le chemin en rouge que je montre ici, c'est que peut-être qu'on devrait aller travailler sur les politiques gouvernementales en aménagement du territoire pour avoir un impact sur l'étalement urbain qui va réduire le défrichement, la perte de milieux forestiers pour, au final, augmenter ou maintenir les corridors forestiers en place. Donc, notre point clé d'intervention, c'est de travailler sur l'aménagement du territoire. Puis ma stratégie, ça va être de travailler avec les conseils régionaux de l'environnement, les municipalités, etc., pour que les milieux naturels soient mieux considérés dans leur planification territoriale, dans les schémas de déménagement, par exemple, et autres. Donc, ici, on a un modèle conceptuel qui est quand même bien développé. Il y a beaucoup de facteurs contribuants, mais si on veut avoir un impact sur le maintien des corridors forestiers, c'est peut-être plus au niveau de la planification territoriale qu'on devrait aller travailler. Puis ensuite, là, on développe ce qu'on va appeler des stratégies de conservation. Ici, dans mon modèle, ici en jaune, ma boîte jaune, c'est la couleur qui est associée à des stratégies de conservation. Donc, on va aller travailler sur l'aménagement du territoire. Puis, dans une stratégie de conservation, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on identifie des activités, des actions qui vont être mises en place de façon séquentielle pour atteindre un gain en conservation, pour avoir un bilan positif de nos actions sur nos cibles de conservation. Donc, une stratégie, toute une série d'activités, d'actions qui sont mises en place de façon séquentielle pour obtenir au final une réduction de l'impact des menaces sur nos cibles de conservation. Essentiellement, c'est une stratégie. Puis, dans une stratégie, la façon qu'on l'aborde, c'est qu'on se crée ce qu'on appelle des chaînes de résultats. C'est qu'on se dit, bon, là, je veux travailler sur l'aménagement du territoire, puis je veux avoir un impact sur mes forêts pour maintenir mes corridors forestiers. Ça va être quoi le chemin pour passer de mon idée de travailler sur la planification territoriale, puis améliorer l'état de santé de mes corridors forestiers? Donc, on se donne toute une série d'hypothèses. Si je fais telle action, est-ce que ça va avoir un effet? Oui. Si je fais telle action, est-ce que ça va avoir un effet? Non. Là, je vais revenir en arrière et penser à mes actions. Donc, avant de mettre en place et de financer des mesures de conservation ou d'envoyer les gens sur le terrain pour aller contrôler les espèces envahissantes, par exemple, on se pose des questions. Si je fais telle action, est-ce que ça va donner le résultat escompté? Donc, dans une chaîne de résultats, j'ai ma stratégie au début. Et si je fais faut garder en tête ici la petite locution ici, si, alors. Donc, j'ai ma stratégie qui vise à travailler sur l'aménagement du territoire. Si je mets en place certaines actions qui visent à améliorer la planification territoriale, mon résultat intermédiaire, en bleu pâle, mon résultat attendu va être que les milieux naturels vont être considérés dans la planification territoriale. Si mes milieux naturels sont considérés dans la planification territoriale, alors je vais avoir des schémas d'aménagement qui vont être modifiés, qui vont considérer les milieux naturels. Et si mes schémas d'aménagement sont modifiés, il va y avoir moins de destruction. Donc, le résultat, c'est que l'impact de la menace va être réduit. Puis, je vais avoir un impact direct sur ma cible de conservation. Donc, c'est toute une logique qui fait que si je mets en place une action, quel sera le résultat intermédiaire? Si j'ai ce résultat-là intermédiaire, je continue dans ma logique.
jusqu'à avoir un résultat final de réduction d'impact de la menace. Donc ici, le schéma que je vous présente, c'est que ma stratégie, c'est l'amélioration de la planification foncière, la planification territoriale. Puis je veux maintenir mes corridors forestiers. Puis mon impact, ma menace principale, c'est le défrichement. C'est le déboisement pour augmenter l'étalement urbain. En orange, ici, j'ai mes facteurs qui contribuent à ma menace directe. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on transforme notre chaîne de facteurs qu'on a développée dans notre modèle conceptuel qu'on voyait tantôt, puis on le transforme en chaîne de résultats. Donc, ici, je sais que dans un des facteurs qui contribue au fait que j'ai du déboisement, c'est que j'ai des politiques foncières qui ne sont pas adaptées, ils ne considèrent pas les milieux naturels. Donc, dans ma chaîne de résultats, j'essaie d'aller considérer mes facteurs qui contribuent à mes menaces. Donc, je veux améliorer la planification foncière, je vais avoir différentes activités si elles sont mises en place. Ma réglementation foncière va être améliorée et va considérer les milieux naturels. Si ma planification territoriale considère mes milieux naturels, je mets en place différentes activités pour atteindre ce résultat-là. Ma réglementation foncière va être améliorée, va être renforcée, va considérer les milieux naturels. Si mes milieux naturels sont considérés dans ma planification territoriale, alors l'urbanisation galopante va être ralentie. Et si l'urbanisation galopante est garantie, je vais avoir une réduction du déboisement pour la construction de nouvelles habitations. Et au final, je vais avoir un impact sur le maintien de mes corridors forestiers et sur le maintien de mes milieux boisés. Donc, on transforme nos facteurs qui contribuent à nos menaces en une série de résultats intermédiaires qui vont nous amener à un résultat final. Ces chaînes de résultats-là, on les travaille en équipe, on fait affaire avec des experts, on va en développer un premier modèle, on va se rendre compte que c'est pas bon, on va recommencer, on va rajouter des résultats. C'est vraiment très, très dynamique. Puis c'est une des beautés du projet, c'est que quand on regarde la logique de nos actions, de nos activités, des fois, on peut se rendre compte qu'on a pris peut-être un raccourci. Puis on est allé trop vite au résultat sans penser que, avant, par exemple, de réaliser que nos citoyens sont plus familiers avec les espèces exotiques envahissantes, mais il aurait peut-être fallu faire un sondage avant pour déterminer est-ce que nos citoyens connaissent les espèces exotiques envahissantes. Donc, ça nous permet de bien cadrer puis de mettre une suite logique des actions à mettre en place. Donc, quand on développe une chaîne de résultats comme ça, il y a différents critères pour déterminer est-ce que notre chaîne tient la route, est-ce qu'on a vraiment une bonne chaîne de résultats, puis si on met en place les actions, on va espérer réduire l'impact des menaces. Donc, il faut vraiment que ça soit axé sur les résultats. Les bois bleus ici, ce sont les résultats intermédiaires sur lesquels lesquels résultats on veut atteindre pour, au final, déterminer si on a un impact direct sur la menace. Il faut que ça soit lié de manière causale. Si je fais ces actions-là, alors je vais avoir un résultat dans 3 ans. Si je fais mes autres actions qui sont prévues, je vais avoir un résultat. Alors, je vais avoir un autre résultat intermédiaire. Donc, il faut vraiment que ça démontre le changement. Ça peut paraître peut-être un petit peu abstrait, mais c'est en jouant avec les concepts, en jouant avec souvent, ces chaînes de résultats-là, on les fait en atelier. On se réunit en personne, on identifie des stratégies sur lesquelles on veut travailler, et là, on écrit nos idées sur des post-it, on colle ça sur les murs, sur les fenêtres, on change ça de place, puis c'est une activité qui est très, très dynamique, puis ça apporte beaucoup, ça permet de jeter plein d'idées. Puis après ça, des fois, on se rend compte qu'une même idée peut avoir été écrite de 2 façons différentes par 2 personnes différentes, mais finalement, les 2 personnes voulaient dire la même chose. Donc, quand on travaille en atelier, ça permet de bien synthétiser l'information de tous les gens qui sont dans la salle, puis de se développer une série de résultats et d'activités qui vont nous permettre de mettre en œuvre notre plan de conservation. Associé à nos stratégies, il y a les concepts de but et d'objectif. Quand on parle d'une stratégie, par exemple sur la planification foncière, on se donne un but à long terme qui est de maintenir les corridors forestiers. Donc, un but est associé à une cible, puis un but, c'est une vision à long terme. Donc, on va se dire peut-être d'ici 20 ans, c'est associé à notre vision qu'on a vu au début. C'est associé à l'analyse de viabilité de nos cibles. Quand on regardait nos attributs écologiques, puis on se rendait compte que nos milieux forestiers d'intérieur étaient seulement à 18 %, puis on espérait avoir 30 %, un but à long terme, ça serait d'ici 2030, on a 30 % nos forêts dans notre territoire sont composées à 30 % et plus de forêts d'intérieur. Donc, on se donne un but à long terme. De quelle façon on va obtenir ce
on va atteindre notre but, c'est qu'on va avoir nos résultats intermédiaires, nos actions dans notre chaîne de résultats. Puis on se donne des objectifs à moyen terme d'ici 2023, d'ici 2025. Bon, on va avoir contacté les producteurs forestiers, on va avoir contacté les propriétaires de l'eau boisée. D'ici 2025, ben, il va y avoir 30% des propriétaires de l'eau boisée qui vont être sensibilisés à la protection. Et au final, ben, on va maintenir les milieux forestiers et on va augmenter les forêts d'intérieur, par exemple. Donc, le but est associé à la stratégie, à la cible. Les objectifs ben, sont déterminés en cours de route, sont déterminés pour voir l'évolution de la mise en place de nos actions de conservation. Un plan de conservation, il faut voir la mise en œuvre sur des décennies. Ce n'est pas quelque chose qui va changer en 5 ans. Il faut être modeste. On va mettre en place des actions. Il y a tout l'administratif qui entre en jeu. Il y a le financement à trouver et tout. Il faut voir la mise en œuvre d'un plan de conservation sur le long terme. C'est pour ça qu'on se donne des résultats intermédiaires et des indicateurs pour poursuivre l'évolution du projet. Donc, on se donne, quand on a bien cadré nos stratégies, nos activités, qu'est-ce qu'on veut mettre en place pour notre plan de conservation, ben là, on se développe un plan qu'on appelle un plan opérationnel. C'est vraiment un plan de travail, un plan d'action qui va identifier quelles sont nos actions qu'on veut mettre en place. Quand on veut les mettre en place, de se donner un échéancier, est-ce qu'on pense que ça peut coûter cher ou pas trop cher de mettre en place cette action-là? Qui devrait être impliqué? Donc, pour chacune, je donne un exemple ici d'un projet là, qui n'est pas terminé, mais ici, j'ai des stratégies sur l'aménagement du territoire. J'ai 2 objectifs en vert. J'ai mes séries d'actions, 1.1.1, 1.1.2, c'est des actions. Voici les cibles de conservation qui sont touchées. Qui devrait être impliqué dans la mise en œuvre de l'action? Est-ce que ça va coûter cher ou pas trop cher? On peut se rajouter une colonne sur les sources de financement. Est-ce que c'est faisable? On peut avoir la meilleure action possible. Je veux contrôler le fragmite dans mes milieux humides autour de Montréal. Ce serait l'action numéro 1, mais est-ce que c'est réalisable? Peut-être que oui, peut-être que non. Fait qu'il faut se poser la question, est-ce que c'est réaliste? Puis on se donne un échéancier aussi. D'ici 2 ans, d'ici 3 ans, d'ici 5 ans, on souhaite mettre en œuvre l'action. Donc, ça nous permet de bien voir quelles actions sont prioritaires à court terme, puis ça serait quoi l'évolution à moyen terme des actions à mettre en place. Puis si on se rend compte dans 2-3 ans que les actions qu'on voulait mettre en place à court terme n'ont pas été faites, ben c'est peut-être que notre chaîne de résultats n'est pas adéquate, peut-être qu'on n'a pas eu le financement, puis il faut réajuster notre plan de travail et tout. Donc, c'est un tableau de travail qui est très, très utile. Puis associé à nos actions, à notre chaîne de résultats, bon, on s'identifie aussi des indicateurs pour faire le suivi de la mise en œuvre de nos actions. Donc, on revient à nos questions de base. Est-ce qu'on fait les bonnes choses? Est-ce qu'on le fait correctement? Puis est-ce qu'on a un impact sur nos sites de conservation? Donc, on va se donner des indicateurs qui sont associés à nos sites de conservation, associés à nos buts. Puis, on va aussi s'identifier des indicateurs qui peuvent être associés à nos objectifs de conservation, qui sont associés aux résultats intermédiaires le long de notre chaîne de résultats. On n'est pas obligé d'avoir des indicateurs pour chacune des activités, pour chacun des résultats. À certains endroits stratégiques dans notre chaîne de résultats, on identifie un indicateur qu'on va aller mesurer, un indicateur qui est facilement mesurable, qui est simple, qui parle, qui va au-delà de la variabilité naturelle des écosystèmes. En fait, c'est tout l'acronyme SMART. Là, je ne l'ai pas en tête, là, mais il y a différentes façons de déterminer si un indicateur est adéquat pour poursuivre la mise en œuvre de nos actions de conservation. Donc, encore là, c'est souhaité d'avoir un tableau de suivi avec des indicateurs qui touchent, des indicateurs qui suivent l'état de santé de nos cibles, les buts, et des indicateurs du suivi des actions qui sont associés à des objectifs qui sont plus à moyen terme pour voir si la mise en place de nos actions de conservation donne des résultats souhaités. Puis tout au long du processus, là, c'est beaucoup d'informations, j'en conviens avec vous, là, mais tout au long du processus, on va toujours se buter à bas. Je n'ai pas la réponse. Hein, je n'ai pas la connaissance. C'est quoi le taux de survie des martinets ramoneurs avant la migration d'automne rendu au mois d'août? Je ne le sais pas. Est-ce que ça va m'empêcher de mettre en œuvre des actions de conservation pour le martinet? Il ne faut pas que le manque de connaissances soit un frein à la mise en œuvre des actions de conservation. Ce qu'on fait souvent, c'est qu'en cours de projet, on note le manque de connaissances. Qu'est-ce qu'on devrait aller chercher comme information
pour bonifier notre projet. Puis ça, ben, ça peut nous donner des idées pour des demandes de financement pour des projets ou faire affaire avec des universitaires, des projets de recherche qui vont nous permettre de bonifier le projet. Puis quand on aura la réponse, ben là, on intégrera la connaissance dans notre plan, dans les normes ouvertes, dans Miradi. C'est une démarche adaptative. On s'adapte à fur et à mesure que l'information entre. Mais il ne faut pas que le manque de connaissances nous empêche d'avancer. Alors, je ne sais pas qui est responsable de tel dossier ou je ne connais pas la démographie du caribou à Val-d'Or, par exemple. Ben, on peut quand même peut-être mettre en place des actions puis de dire bon, on va faire un projet de recherche sur la démographie du caribou de Val-d'Or si on n'a pas la réponse. Mais il ne faut pas dire je n'avance pas parce que je n'ai pas la réponse. Mais des fois, il ne faut pas que ce soit un frein à la mise en œuvre d'un plan de conservation. Donc, je reviens à mon image du début. Les normes ouvertes, c'est une démarche par étapes. Ce qu'on a vu aujourd'hui, c'est très vitement les 2 premières étapes de concevoir et de planifier. Donc, où on va aller travailler, sur quel site de conservation on veut travailler, quelles sont les menaces, quels sont les facteurs qui contribuent aux menaces, et, développer des stratégies et un plan opérationnel, un plan d'action. Ensuite, la mise en œuvre va se faire aussi en continu, mais c'est plus. Je ne parlerai pas aujourd'hui des aboutissants, des étapes qui suivent, là, mais c'est juste pour vous montrer qu'on a beaucoup de travail habituellement sur les deux premières étapes du plan d'action. Puis la mise en œuvre vient en cours de route. Puis après ça, avec nos indicateurs, on analyse nos résultats, on s'adapte, puis on partage l'information avec nos collègues. Donc, grossièrement, les normes ouvertes, les standards ouverts, c'est vraiment un cadre de planification qui est axé vers les résultats et qui nous permettent de déterminer les actions de conservation qui vont être les plus efficaces pour réduire l'impact des menaces sur nos sites de conservation. Fait qu'on vient toujours à nos idées. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on le fait correctement? Est-ce que ça donne quelque chose? On peut faire peut-être 20 000 copies d'un pamphlet sur la tortue des bois. Est-ce que c'est ça qui va mener à la conservation des sites de pont des tortues des bois? Peut-être que oui, peut-être que non, mais ça nous permet de se poser des questions. Les actions qu'on met en place, c'est vraiment les plus efficaces. C'est ça tout le concept des normes ouvertes pour la conservation. Puis je vais vous glisser un petit mot sur ce qu'on appelle le Healthy Country Planning, c'est que toute la démarche de planification des normes ouvertes a été adaptée pour considérer davantage les cibles de bien-être humain. Tantôt, je parlais des cibles de bien-être humain qui sont associées services écosystémiques qui sont fournis par les écosystèmes. Donc, il y a une façon d'adapter les normes ouvertes pour considérer davantage des cibles peut-être de production ou d'approvisionnement en gibier, d'approvisionnement en eau potable, de protection des lieux sacrés, mais qui est vraiment adapté beaucoup à la réalité autochtone, ce qu'on appelle le Healthy Country Planning. Donc, on adapte le cycle des normes ouvertes aux réalités des communautés. Puis cette démarche-là des Healthy Country Planning, c'est beaucoup basé sur la connaissance traditionnelle des gens, sur la connaissance de leur territoire, sur la culture des gens. Et ça a été développé par des communautés autochtones en Australie. Il y a eu plusieurs projets de développement en Australie, puis maintenant, c'est de plus en plus appliqué partout dans le monde. Puis l'intérêt de cette démarche-là, c'est que il faut bien comprendre que c'est la communauté qui prend en charge le plan de conservation puis qui le développe en fonction de ses propres besoins. Donc, c'est pas un consultant qui va arriver avec un plan de conservation et qui va dire voici qu'est-ce que vous devriez faire. Il faut que ce soit la communauté qui détermine ce sur quoi, qu'est-ce qui les tient à cœur, c'est quoi leur site de conservation, qu'est-ce qui va impacter ces sites de conservation-là, c'est quoi les menaces à mes cibles, puis je vais aller après ça déterminer des actions de conservation qui vont vraiment améliorer l'état de santé de ce qui me tient à cœur de mes cibles de conservation. Donc, il faut que ce soit la communauté qui prend. C'est sûr que le concept des normes ouvertes et du Healthy Country Planning, c'est quelque chose qui est un peu ardu. Là. Ça peut être un peu abstrait quand on le voit comme ça, mais on peut faire affaire avec des consultants, faire affaire avec des gens qui maîtrisent bien la démarche. Mais ces gens-là accompagnent les communautés dans la prise en charge puis dans le développement des projets. Ça, c'est bien important. Puis, de développer un projet comme ça va s'étirer sur plusieurs années. Il ne faut pas penser qu'on va avoir un plan qui va être complet dans un an parce que j'ai du financement pour un an puis je vais donner un mandat à quelqu'un qui va m'accompagner. Il faut réaliser que c'est long, ça prend des rencontres.
Mais au bout du compte, quand la communauté développe le plan, le projet, puis que c'est l'approprie, puis que c'est elle qui met en œuvre les actions, ben il y a vraiment un sentiment d'appartenance, puis les gens vont y tenir à la mise en œuvre du plan. C'est une des forces du LT Country Planning. Puis au Canada, mais il y a de plus en plus de communautés autochtones qui utilisent cette démarche-là. Il y a eu des formations qui ont été faites dans l'Ouest. Ici, je montre un exemple d'un plan qui a été fait avec une nation Cree au Manitoba. Souvent, ça se fait de façon très informelle. Les gens s'assoient, les gens font ça à l'extérieur, ça discute. Ça va, des fois, le sujet traité lors d'une rencontre va être complètement différent de ce que les organisateurs ou ceux qui planifiaient travailler, mettons, sur les menaces souhaitaient. Ben, des fois, les discussions vont diverger, mais ça va être très, très intéressant parce que c'est une information qui va être partagée, va être intégrée plus tard dans le plan de conservation. Fait qu'il faut pas. Faut prendre le temps de bien implanter dans la communauté, comprendre la réalité des gens, puis c'est des échanges, des discussions, puis au final, ben, on va avoir un plan qui peut être très, très imagé. Ce ne sera pas des belles bulles jaunes de stratégie. Ça peut être bien d'autres choses, la façon d'illustrer vers quoi on veut s'en aller, mais il faut vraiment faut comprendre le concept, mais il faut vraiment l'adapter à la réalité des communautés et des nations. Tout ça, c'est bien important à comprendre. Puis c'est la force du projet aussi, c'est qu'il faut prendre le temps, mais quand la communauté et les gens s'approprient le projet, ben, il y a pas mal plus de chances qu'ils soient mis en œuvre que bien des plans de conservation qui sont développés parce que la loi nous oblige à faire un plan de rétablissement pour une espèce, par exemple. Donc, ça fait le tour. Je sais que c'est beaucoup d'informations. C'est un survol des normes ouvertes, de la façon que ça peut être appliqué. Au sondage, au début, on voyait qu'il y avait peu de personnes. En fait, il n'y avait personne qui appliquait les normes ouvertes dans leur plan de conservation. Il y avait beaucoup de personnes qui en avaient entendu parler. Ça, c'est intéressant. J'espère qu'aujourd'hui, vous avez appris des choses. Puis, ben, Catherine, tantôt, va vous présenter un cas concret d'application des normes ouvertes pour un territoire donné. Fait que ça va vous donner plus d'informations aussi là, sur à quoi ça sert et comment ça peut servir ces fameuses normes ouvertes, là, les standards ouverts pour la conservation. Donc, je vous remercie. Je vais prendre des questions. Je n'ai aucune idée quelle heure il est. Merci beaucoup, Benoît. C'était une introduction aux normes ouvertes très détaillée et formatrice. Donc oui, on va prendre quelques minutes pour poser des questions. Vous pouvez soit écrire directement dans le chat vos questions ou lever la main. Ou si on ne vous voit pas aussi, vous pouvez prendre parole. On a une première question de David Cléry. À toi la parole, David. Oui, ben dans le fond, moi, je me demandais, là, dans une démarche de ce genre-là, si on est mieux d'avoir une reconnaissance déjà du gouvernement ou en tout cas quelque chose avant de s'embarquer dans... c'est quand même un processus qu'il y a eu. Peut-être la portion conception, je pense que c'est la première étape, là. Ça peut aider à avoir une accréditation, quelque chose du genre, là, mais avant de plonger, là, puis d'aller de l'avant, là, je me demandais habituellement par quoi commencer, si c'est ça, on veut une reconnaissance au début. Puis après, ben, je voulais savoir les formations, là, à qui est-ce qu'on s'informerait, là, s'il y a un coût de rattaché à ça. Quand tu parles de reconnaissance, est-ce que tu parles de reconnaissance d'une aire protégée autochtone, par exemple, ou d'un territoire? Ouais, ben voyons, dans la nouvelle mouture là, de la loi, il y a ça, les aires protégées autochtones. Là. Mais en tout cas, mettons, dans notre cas, là, on est interpellé, entre autres, par le Cégep et les MRC pour embarquer dans un processus. Ben, je pense qu'ils ne savent pas par où commencer. Là. Je pense que ce que tu viens de me présenter là, je vais leur en faire part. Hein. Mm-hmm. Puis c'est ça, là. En fait, obtenir une reconnaissance un jour, ben, à un moment donné, là, c'est sûr qu'il y a pas mal un consensus régional par rapport au territoire qui est ciblé, là, mais c'est ça, là, c'est vraiment embryonnaire encore comme projet, mais là, c'est tout sur nos épaules, là, puis il faut que je fasse une recommandation. en fait, la reconnaissance d'un territoire, on vient parler de la portée géographique mettons, d'un plan de conservation, puis sûrement que ça peut donner un peu d'arguments pour développer un plan, mais je ne pense pas qu'il faut attendre une recommandation pour développer un plan sur les choses qui vous tiennent à cœur. Si vous avez un territoire sur lequel vous êtes présent puis vous avez des besoins de conservation, ben je ne pense pas qu'il faut attendre d'avoir une reconnaissance légale d'une aire protégée pour développer un plan. Ça revient un peu à mes lacunes de connaissances. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de reconnaissance qu'on ne peut pas avancer. Donc, vous pouvez faire la réflexion, développer votre plan, puis ça viendra bonifier le plan s'il y a une reconnaissance par après. Donc,
je ne vois pas qu'un est lié à l'autre. En fait, c'est mon point de vue. Puis au niveau des formations, ben Catherine puis moi, on a donné des formations. C'est surtout Catherine qui gérait les formations. Moi, je l'accompagnais. Mais Catherine peut peut-être répondre davantage que moi là, au volet formation. Ou peut-être que tu voulais l'aborder tantôt, Catherine. OK. On pourra s'en reparler. En fait, moi puis Benoît, on est coach en conservation, donc on est formés pour donner des formations et accompagner aussi là, les gens qui souhaitent intégrer les normes en conservation là, dans leur planification stratégique. Puis si je peux juste renchérir sur la réponse de Benoît là, par rapport à votre question. David, en fait, c'est toujours intéressant d'impliquer des représentants des gouvernements lorsqu'on fait une démarche comme ça de normes de planification stratégique pour les informer qu'on est dans cette démarche-là, aller chercher leurs connaissances également. Mais l'idée de faire la planification stratégique, c'est de voir un peu quelle stratégie qu'on devrait mettre en place. Donc, est-ce que c'est vraiment aller chercher une aire protégée comme stratégie? Si c'est le cas, dans ce cas-là, oui, éventuellement, il y a une autre démarche qui va s'entamer pour arriver à cette aire protégée-là. Mais là, on est comme un peu en amont là, pour voir qu'est-ce qu'exactement on devrait faire sur le territoire pour atteindre, pour maintenir en fait ce qui nous tient à cœur. C'est ça, il y aurait comme une portion, en tout cas, si je vais plus loin, une portion est protégée plus, puis une portion, en tout cas, l'autre est plus en milieu municipal. Là. Puis, y a-t-il du financement de travailler là-dessus pour les Premières Nations ou pour le public en général? Là? Travailler sur un plan de ce type-là, là, en tout cas, le premier. Au fédéral, dans le fond de la nature, il y a différents programmes. Je ne les maîtrise pas tous, là, comme je pense que c'est pour développer, c'est pour l'acquisition ou la création d'aires protégées, mais on travaille avec les DDPNQL. On a des fonds, nous autres, pour les basses-terres du Saint-Laurent qui peuvent être dédiés à soutenir des communautés, mais plus dans les basses-terres du Saint-Laurent. Mais il existe des fonds, puis il y a peut-être des opportunités là, du côté du fédéral là, qui pourraient vous soutenir là, dans le développement de plans. Là. Je ne veux pas m'avancer, mais c'est sûrement des choses qu'on pourrait discuter. Oui, parce que le Québec n'a pas l'air à trop vouloir protéger dans notre coin. Au lac Saint-Jean, là, on mange ça chaud. Et je peux me permettre aussi juste de rajouter, David, là, pour le côté formation, on va lancer tout à l'heure justement une question pour voir l'intérêt des gens à ce qu'avec l'IDD puis peut-être SNC ou l'SCF, là, on organise une formation plus poussée, plus complète pour vraiment utiliser les normes ouvertes. Donc, c'est quelque chose aussi que, si l'intérêt est là, nous, à l'IDD, mais on peut coordonner tout ça pour les communautés. Fait qu'on va pouvoir lancer le sondage, voir l'intérêt aussi, mais on peut quand même s'en reparler, David, de façon plus poussée, là, puis voir aussi qu'est-ce qui peut être fait côté financement également. Parfait. Merci. J'aurais une question, mais je ne sais pas par où lever la main. Oui, vas-y, Dorothée. Jamais. En fait, j'imagine que la réponse est oui à ma question parce qu'on s'est adapté un peu à chaque projet puis à chaque communauté. Mais si on a une menace qui est considérée comme modérée, faible ou quasi absente sur une de nos sites de conservation, est-ce qu'on peut quand même la classer au premier rang en termes de priorité d'action ou de conservation? Par exemple, nous, ça serait par exemple les sites archéologiques. Il y a peu de menaces, presque quasi absentes, mais on sait que pour nous, les sites archéologiques, ça va prendre une valeur culturelle vraiment, ça va être vraiment important. Puis on passerait peut-être la mettre en premier plan, mais en fait, la menace est quasi absente, fait qu'on ne sait pas trop est-ce que ça se fait? Si oui, dans le fond, on l'adapte à la manière qu'on veut. Puis, la démarche des normes ouvertes, puis toute l'analyse de situation, puis le classement des menaces, puis les stratégies, des guides qui vont vous aider à prendre des meilleures décisions. Donc, c'est pas une règle en soi qui dit la menace a été classée faible, je ne travaillerai pas dessus. C'est vraiment l'équipe de projet qui décide de sur quoi elle va travailler. Puis j'en ai dit un petit mot tantôt. Des fois, il y a des menaces qui vont être classées faibles, qui ne nécessiteront pas beaucoup d'actions, mais qui vont avoir un gain ou une portée très importante. Donc, si les lieux sacrés est une cible qui vous intéresse beaucoup, mais que les menaces ne sont pas importantes, ben, peut-être que juste quelques actions faciles à mettre en œuvre va peut-être enrayer la menace, là, mais réduire l'impact de la menace. Puis c'est tout à fait approprié. Là. C'est vraiment. Ça pourrait juste passer, par exemple, par de la sensibilisation. Ça serait peut-être le seul truc qu'on aurait à faire, puis ça serait une action aussi valable que n'importe laquelle. Exact. C'est vraiment l'équipe de projet qui décide
ce sur quoi elle veut travailler, puis qu'est-ce qui vous tient à cœur. Peut-être les menaces sur la cible vont être faibles, mais si c'est votre cible privilégiée, ben, vous allez peut-être mettre des efforts dessus, puis vous allez vous rendre compte qu'après 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, notre cible est en bonne santé, puis on a réduit l'impact des menaces, même si les menaces étaient faibles. Vous allez avoir sécurisé ce bout-là, puis c'est déjà beaucoup. Merci. Je peux rajouter quelque chose. En fait, parfois aussi faire les étapes des normes en conservation nous permet de réaliser qu'il y a peut-être d'autres menaces qu'on n'avait pas en tête. Donc, peut-être vous allez découvrir des menaces dont vous ne pensez pas, mais également, ça vous permet de voir qu'il y a peut-être des menaces sur lesquelles vous devez agir parce que là, ils sortent élevés. Fait que oui, tu sais, considérer effectivement ce qui vous tient à cœur puis faire des actions par rapport à ça, mais aussi investir peut-être du temps sur certaines autres menaces qui sont ressorties comme étant prioritaires. Merci pour la réponse et pour la présentation aussi. C'était très intéressant. Merci. Est-ce qu'on aurait d'autres questions? Sinon, on passera à la pause, puis je vous inviterai à poser vos questions peut-être à la suite de la présentation de Catherine. On va avoir encore plusieurs minutes pour pouvoir répondre aux autres questions. Donc, on va prendre la pause. Il est 10h54, donc de retour à 11h04, 11h05. Je vous inviterai aussi à répondre au sondage qui va apparaître à l'écran. Puis, les résultats du sondage sont vraiment utilisés pour nous permettre d'organiser et de planifier nos futures activités au secteur conservation. Donc, merci à tous. À tantôt. Parfait. Donc, il est 11h04. On va commencer. On va avoir une autre petite question sur les plans de conservation, un autre petit sondage pour vous que vous pouvez répondre à l'instant. Donc, la question va apparaître d'ici peu. Donc, parfait. En attendant que tous les résultats de la question soient rentrés, je vais présenter notre prochaine présentatrice. En fait, je vais introduire notre prochaine présentatrice, qui est Catherine Monticone. Catherine est responsable des sciences, de la planification de la conservation et de la géomatique pour la région du Québec pour Conservation de la Nature Canada. Depuis 2008, elle a mené avec succès divers projets de conservation en terre privée et a coordonné la conception d'une quinzaine de plans de conservation. Elle réalise des projets d'envergure en collaboration avec de multiples acteurs clés en aménagement du territoire, tels que l'initiative Corridor écologique. Certifiée coach en conservation, elle offre des formations sur les normes en conservation, en accompagnement afin d'aider les organisations avec leur planification stratégique et favoriser la participation active des acteurs clés dans la conservation des milieux naturels connectés. Catherine est biologiste de formation et possède une maîtrise en sciences de l'environnement, un diplôme en mobilisation et développement des communautés. Laurie, je ne sais pas si tu voulais revenir sur le sondage. J'avais partagé les résultats à l'écran. Je ne sais pas si on peut les voir, mais quelques réponses de communautés qui possèdent déjà des plans de conservation, d'autres que non. Donc, la présentation de Catherine sera bien intéressante et formatrice. À toi, Catherine. Donc, merci beaucoup pour l'invitation. Bien heureuse d'être ici avec vous. Comme l'a mentionné Raphaël, en fait, je travaille pour l'organisme Conservation de la Nature Canada. Donc, c'est un organisme qui a été créé en 1962, en fait privé et de bienfaisance. On est chef de file au Québec en matière de protection des milieux naturels en terre privée. Puis, Conservation de la Nature Canada a mis en fait sur un réseau de partenaires pour conserver des sites d'intérêt pour la conservation qui abritent une faune et une flore précieuses. Chaque année, il y a des nouveaux territoires qui sont en terre privée, qui sont protégés par Conservation de la Nature Canada grâce à la collaboration d'individus, de fondations, de propriétaires fonciers, d'entreprises, de groupes de conservation, de communautés locales, ainsi que d'instances gouvernementales. Cette carte présente en fait certains projets de conservation de la nature Canada. Elle est un peu vieille puisqu'elle se termine, c'est nos projets il y a 5 ans déjà, donc on devrait voir d'autres petits points jaunes apparaître sur la carte. Mais en fait, l'idée ici était de vous présenter que nos projets se trouvent à travers le pays, surtout au sud du pays,
Au Québec, on parle de projets qui sont le long du fleuve Saint-Laurent et du Golfe, de la vallée de l'Outaouais jusqu'à la Gaspésie. Puis, j'aimerais prendre le temps de reconnaître respectueusement que le travail accompli par Conservation de la Nature Canada à la grandeur du pays se fait sur des territoires traditionnels de bon nombre de Premières Nations et de communautés autochtones d'hier et d'aujourd'hui. Et je tiens à remercier ces communautés qui œuvrent depuis des millénaires pour protéger ces paysages et les espèces qui en dépendent. Conservation de la Nature Canada coordonne également un projet d'envergure nommé Corridor écologique. C'est un projet qui permet de mobiliser de multiples partenaires clés à l'échelle du sud du Québec et également dans 11 régions spécifiques. Le but du projet, c'est de vraiment maintenir et restaurer les corridors écologiques. On souhaite en fait éviter l'isolement de milieux naturels dû au développement humain. Puis la mise en œuvre de ce projet est réalisée avec 10 autres organismes en environnement. La phase 2 du projet a débuté ce mois-ci. Donc, on a le financement pour 3 autres années. Et dans cette phase, c'est important pour nous d'explorer les possibilités de s'allier avec des communautés autochtones afin de voir comment on peut contribuer à l'atteinte de leurs objectifs de conservation, de s'assurer que les actions qu'on mène sur le terrain sont également cohérentes avec les savoirs autochtones. Comme on l'a mentionné lors de la période de questions, en fait, je suis coach en conservation et Conservation de la Nature Canada fait partie du Conservation Measure Partnership qui ont mis en place les standards ouverts pour la pratique de la conservation. Donc, on peut me voir sur la photo. Et au cours de la dernière année, en fait, j'ai formé et accompagné plus de 150 personnes là, pour favoriser le succès de projets de conservation avec l'aide des normes ouvertes. En collaboration souvent avec Benoît d'ailleurs. Donc, aujourd'hui, on m'a demandé de vous présenter un exemple de plan de conservation réalisé par Conservation de la Nature Canada. Donc, je vais vous présenter le plan de conservation de l'aire naturelle qu'on nomme Estuaire et Golfe. Je voulais vous présenter la table des matières juste pour que vous l'ayez en tête. En fait, pour que vous preniez connaissance de tout ce que contiennent nos plans de conservation comme information. Mais aujourd'hui, je ne pourrais pas passer à travers toutes ces informations-là. Donc, c'est simplement pour que vous l'ayez dans vos notes. Donc, une des premières étapes lorsqu'on souhaite développer un plan de conservation, c'est de mettre en place l'équipe de projet. Donc, ici, vous voyez les membres de Conservation de la Nature Canada. À droite, la dernière colonne présente en fait les rôles de chacun. Donc, on a un leader du plan de conservation, 3 membres de l'équipe, puis par la suite, c'est surtout des conseillers ou des réviseurs. Évidemment, ce n'est pas nécessaire d'être si nombreux. Il faut vraiment y aller selon nos capacités. Mais toutefois, c'est important d'impliquer des parties prenantes et des experts au long de la réalisation du plan de conservation afin de bien combler nos lacunes de connaissances, d'aller chercher l'expertise externe aussi pour venir combler celle que possède l'équipe de projet. Et donc, nous, dans le cadre du plan Estuaire et Golfe, nous avons consulté des experts en forêt, des experts en milieu côtier, estuaire, des organismes de bassin versant, des organismes en environnement et des experts du gouvernement. Pour la vision, c'est important pour nous de mentionner la grande diversité des milieux naturels que l'on retrouve dans ce plan de conservation. Donc, on parle de rivières à saumon, de marais côtiers, de plages, d'espaces marins, d'îles, de colonies d'oiseaux également. Puis, on s'est projeté dans l'avenir. On a imaginé qu'est-ce qu'on souhaiterait atteindre d'ici 2050. Et donc, je vais lire la dite vision. D'ici 2050, un réseau d'aires protégées terrestres et aquatiques représentatif de la biodiversité de l'aire naturelle est établi et facilite l'adaptation au changement climatique des écosystèmes et des espèces. La connaissance des grands enjeux liés aux habitats côtiers permet de mettre en œuvre des actions de conservation efficaces et adaptées au contexte actuel. Finalement, la gestion de cet héritage exceptionnel est assurée grâce à l'action concertée des divers paliers de gouvernement, des communautés autochtones, des organismes de conservation, des universités
et des intendants locaux dans une perspective de gestion durable des ressources. Afin de délimiter le territoire dans lequel on souhaitait travailler, en fait, on s'est basé sur la classe des milieux côtiers d'intérêt pour la conservation dans l'estuaire et le golfe du Saint-Laurent. Donc, comme mentionné, la classe des milieux côtiers, je crois qu'il va faire partie de la prochaine présentation également avec la classe des basses-terres du Saint-Laurent, si je ne me trompe pas. Donc, vous allez peut-être voir un aperçu là, avec Benoît Jobin lors de votre prochaine rencontre jeudi. Nous, on s'est fié vraiment aux zones territoriales qui avaient été mentionnées dans la classe des milieux côtiers d'intérêt pour la conservation dans l'estuaire et le golfe, développée par Environnement Canada en collaboration avec le ministère de l'Environnement du Québec. Et on a délimité notre propre territoire, comme vous le voyez à l'écran. Donc, on a arrêté, en fait, un peu au sud de Natashquan. On a inclus l'île d'Anticosti et surtout le nord de la Gaspésie dans le territoire. C'est ce qu'on appelle une portée géographique, c'est-à-dire que dans ce territoire, on ne va pas s'attarder qu'à conserver une espèce ou un milieu en particulier. On vise vraiment à tenir compte de tous les écosystèmes et les espèces que l'on retrouve dans ce territoire estuaire et golfe. Donc, ça nous a permis d'identifier en fait 7 cibles de biodiversité. Donc, on retrouve les colonies d'oiseaux, les espèces en situation précaire des habitats ouverts, les habitats riverains et aquatiques d'eau douce, le milieu pélagique, milieu forestier, milieu humide d'intérieur et la zone littorale. Et puis, grâce à l'analyse de santé de nos cibles, on a déterminé dans la colonne État, c'est la santé actuelle au moment où on a fait notre plan, en fait, c'est la santé de nos cibles. Donc, on voit que certaines sont en moins bon état que d'autres. Et ça va pouvoir orienter nos actions de conservation par la suite. On a regardé les menaces qui venaient affecter la santé de nos cibles et grâce à la liste de l'UICN mentionnée par Benoît lors de sa présentation, on a évalué une vingtaine de menaces. Mais par la suite, on a gardé que les menaces qui sont sorties les plus élevées, en fait, donc une dizaine de menaces, puisque certaines d'entre eux étaient considérées comme moyennes ou élevées pour au moins une de nos 7 cibles. Et grâce à cette évaluation-là, on a pu s'attarder sur les menaces principales et on a développé notre modèle conceptuel. Donc ici, pas besoin de lire chaque case, je vous rassure, je sais que c'est petit, je suis désolée, mais c'est un modèle qui a été créé via le logiciel Miradi, dont faisait mention Benoît. Et à droite, dans l'encadré gris, on voit les menaces qui ont été évaluées, mais qui sont ressorties probablement faibles et dont on n'a pas retenu pour développer notre analyse de la situation. Puis en vert, vous voyez les différentes cibles de biodiversité de notre plan. À gauche de nos cibles, vous voyez les menaces qui sont identifiées en rouge. Donc, les menaces qui ont été retenues puisqu'ils sont considérés comme élevés, qui viennent vraiment affecter de façon quand même importante la santé de nos cibles. Et en orange, on voit les menaces indirectes, donc les facteurs qui viennent contribuer à la présence de la menace. Donc, on ne veut pas simplement s'attarder à la problématique, mais vraiment à qu'est-ce qui cause la problématique. Donc, pourquoi ces menaces existent? Et l'analyse de situation nous a permis d'identifier différents facteurs contribuants qu'on voit en orange. Par la suite, l'équipe a déterminé des points d'intervention clés. Donc, en regardant vraiment tout le modèle conceptuel, on a décidé que l'organisme pouvait agir sur 4 facteurs contribuants. Donc, on est venu ajouter nos stratégies de conservation à l'endroit où on a identifié nos points d'intervention. Si voyez là, j'ai simplifié le modèle, donc je prends juste une partie du modèle conceptuel pour qu'on puisse un peu plus approfondir ce que je vais vous partager. Donc, ici, je voulais juste simplement vous indiquer que, par exemple, pour le facteur nommé plus de propriétaires se décident à vendre leur terrain en milieu côtier, donc le facteur dans le bas, on a une stratégie
qui est en fait de protéger les terres privées prioritaires pour la conservation. Pour un autre facteur qui est davantage le manque de connaissances sur les zones à fort risque d'érosion, on a développé une stratégie qui est de combler nos lacunes de connaissances. Puis, pour un autre facteur au niveau de l'aménagement paysager qui favorise l'érosion et donc qui vient favoriser la menace érosion littorale qui affecte notre santé de cette cible zone littorale, eh bien, on a développé la stratégie qui se nomme développer le partenariat pour nos actions de conservation. L'analyse de la situation nous permet également de faire ressortir des parties prenantes, des partenaires ou des alliances qui sont possibles de développer. Donc, dans le cadre de ce plan, on parle de communautés autochtones, de groupes en environnement, de groupes de recherche universitaires, de municipalités et de MRC, de centres de plein air, parcs régionaux et de propriétaires fonciers. Donc, toutes des parties prenantes, partenaires qui pourraient nous aider, qu'on doit considérer ou qui pourraient nous aider également à atteindre nos résultats de conservation souhaités par notre plan. Maintenant, pour la suite, je vais juste me concentrer sur une des stratégies, donc la stratégie combler les lacunes de connaissances. Donc, j'ai ressorti de mon modèle conceptuel là, pour vous une série de facteurs qui viennent contribuer à la menace érosion littorale et riveraine, qui viennent affecter la santé de ma cible zone littorale. Donc, en fait, ma chaîne se lit ainsi. C'est le manque de connaissances sur les zones à fort risque mène à un développement de bâtiments dans la zone à risque, ce qui mène à la présence ou ce qui favorise en fait l'érosion littorale et riveraine et ce qui affecte la santé de ma cible, zone littorale. Ici, l'équipe a voulu tester l'hypothèse que est-ce que le fait de mettre en œuvre une stratégie qui vient combler les lacunes de connaissances peut réellement favoriser, diminuer en fait la menace érosion littorale et riveraine et maintenir ou améliorer la zone littorale. Donc, on a fait ce qu'on appelle la théorie du changement, donc la chaîne de résultats. On est venu transformer nos facteurs en orange ici en résultats souhaités. Donc, vous voyez en bas la chaîne de résultats souhaités. Qu'est-ce qu'on souhaite atteindre comme résultat? On l'a mentionné ici. Donc, c'est si on applique la stratégie combler les lacunes de connaissances, alors les zones à fort risque d'érosion sont connues. Alors, aucun développement de bâtiments dans la zone à risque d'érosion et donc il y a diminution de l'érosion littorale et riveraine. Donc, notre cible se maintient, la santé de notre cible se maintient ou est améliorée. Donc, c'est comme ça qu'on vient tester à savoir est-ce que la stratégie pourrait réellement fonctionner. Donc, l'effort qu'on passe un petit peu à juste réfléchir est-ce que la stratégie va fonctionner nous permet, au bout du compte, de s'assurer que ça vaut la peine de mettre du temps et de l'argent pour cette stratégie. Ici, l'équipe trouvait qu'il manquait certains éléments clés, donc l'équipe a décidé de continuer de rajouter des résultats dans la chaîne de résultats. C'est ce que vous voyez là en encadré bleu dans le bas de l'écran. Donc, la chaîne se lit ainsi. S'il y a création de partenariat avec l'UQAR, donc l'Université du Québec à Rimouski, pour l'identification des zones à risque d'érosion, alors les zones à fort risque d'érosion sont connues. Alors, on peut approcher les MRC et les municipalités afin de les former et de les accompagner dans la prise en compte des zones à risque pour l'aménagement du territoire. Alors, ils comprennent l'importance de cette information-là et utilisent les cartes de localisation des zones à risque dans la prise de décision de nouveaux développements. Et donc, alors, aucun développement de bâtiments dans la zone à risque d'érosion, ce qui permet de diminuer l'érosion littorale et riveraine et donc de maintenir ou d'augmenter la santé de notre cible zone littorale. Pour l'équipe, c'était une chaîne qui était quand même complète et qui trouvait satisfaisant. Et donc, on est venu ajouter des actions. Donc, développer la chaîne de résultats comme ça nous permet de vraiment bien identifier quelles actions qu'on doit mettre en place
pour réellement arriver à au résultat souhaité. Donc, les actions proposées sont de développer un partenariat avec l'UQAR afin de localiser les zones à risque d'érosion, de développer une collaboration, en fait, avec l'UQAR, de développer un outil d'aide à la décision sur les risques, les zones à risque d'érosion pour les MRC et municipalités, de collaborer avec les comités ZIP et l'UQAR afin de former et d'accompagner les MRC et municipalités. Donc, je m'assure qu'il n'y avait pas de questions pour moi, désolée. Super. Donc, je voulais vous mentionner également certaines autres actions qui font partie de notre plan de conservation. Donc, pour nous, on a identifié l'approche des propriétaires fonciers, donc de collaborer avec les propriétaires dans une démarche de sensibilisation avec certains outils et dans une démarche également de protection légale selon le désir des propriétaires. Et ici, en fait, on a vu certains avantages à utiliser les standards ou les normes ouvertes pour la pratique de la conservation. En fait, on a trouvé que le fait qu'on ait utilisé les standards ouverts nous permet de bien orienter le discours avec les propriétaires vers le quoi protéger sur son terrain en priorité, puisqu'on a identifié nos cibles de conservation avant, et de les informer sur les usages qui sont plus dommageables pour leur terrain. Donc, grâce à l'identification des menaces qu'on a préalablement fait. Et également, les acquisitions de propriétés sont bien ciblées, sont justifiées, sont orientées sur des territoires qui sont les plus menacés. Et cette démarche scientifique permet aussi de convaincre différents bailleurs de fonds d'investir dans nos différentes actions, puisqu'ils comprennent qu'on a utilisé un cadre de référence bien reconnu, puis qu'on a bien fait notre planification stratégique. Et on a fait également on a testé nos stratégies avant de les mettre en œuvre, grâce à la théorie du changement, là, la chaîne des résultats. La géomatique est bien importante dans notre cas, puisqu'elle nous permet de créer des cartes pour bien visualiser où se trouvent nos sites de conservation, où se trouvent nos menaces et d'autres informations clés. Et ici, on a fait une analyse de priorisation pour venir prioriser où on devrait agir en premier. Donc, en rouge, vous voyez les endroits qui sont ressortis comme étant bien importants pour la conservation. D'autres activités de mise en œuvre qui sont incluses dans le plan de conservation, en fait, il y a une démarche de planification de la conservation à une échelle plus fine. Donc, grâce à notre priorisation des actions, on a identifié des endroits qui ressortent comme étant davantage importants. Donc, on les appelle les secteurs prioritaires. Et puis là, on vient préciser en fait les actions pour ces secteurs-là. Donc, on regarde vraiment les cibles un peu plus fins là, de ce secteur, c'est quoi les menaces présentes dans ce secteur et c'est quelle stratégie qu'on devrait mettre en place. Puis, tout ce processus nous permet également de faire des ateliers de réflexion avec plusieurs partenaires, de développer également de l'engagement auprès des différents acteurs clés. Et donc, d'autres avantages notés pour l'utilisation des standards ouverts pour la pratique de la conservation, c'est que ça nous a permis de démontrer la nécessité de poursuivre le travail de priorisation des sites selon le contexte local dans les secteurs prioritaires, d'identifier les bons intervenants clés à intégrer à la démarche de la planification et d'identifier les bons publics cibles et parties prenantes qui peuvent intervenir sur certaines menaces ou espèces. Donc, je viens de vous présenter très rapidement là, un plan de conservation qui répond aux besoins de conservation de la nature, mais toutefois, lorsqu'on accompagne des communautés ou des organismes, et donc les plans sont vraiment développés et pris en charge par la communauté et les organismes, l'utilisation des normes ouvertes nous permet vraiment de s'assurer que le plan stratégique favorise la conservation de ce qui leur tient à cœur à eux et proposer des activités qui sont adaptées à leur réalité également. Et juste pour conclure, je voulais simplement mentionner que l'on travaille avec certaines nations à travers le pays. Si jamais vous voulez avoir plus d'informations, je vous invite à consulter là, les différents liens que vous voyez sur la diapositive, que vous retrouvez sur le Google Drive qu'on vous a partagé en début de rencontre. Donc, merci.
Merci beaucoup, Catherine, pour ta présentation. C'était vraiment une bonne mise en application des normes ouvertes dans un exemple bien concret. On a une question de Dorothée dans le chat. Je ne sais pas si, Dorothée, tu peux prendre parole et poser ta question directement. Bon, en fait, je me demandais si ces données géomatiques-là, par exemple, les zones de priorisation, étaient disponibles, accessibles ou si vous aviez le droit de les partager. La carte que j'ai montrée, c'est vraiment des priorités selon nos exigences nos critères à nous. Donc, c'est vraiment adapté selon la conservation de la nature. Mais il y a plusieurs bases de données là, qui permettent, dépendamment de ce que vous cherchez, si vous cherchez à savoir sont où les espèces en situation précaire, sont où les aires protégées, sont où les différentes menaces, c'est toutes des données qui sont effectivement disponibles. Benoît peut certainement compléter là, sur comment on peut trouver ces différentes données-là. Benoît, je te laisse la parole. Oui, ben, je vais en parler justement la semaine prochaine là, sur l'Atlas des basses terres et l'Atlas des milieux côtiers. Mais toute l'information, les rapports méthodologiques, les données géospatiales des sites qui sont priorisés dans les deux atlas sont disponibles sur le site de l'Observatoire global du Saint-Laurent, dans le catalogue de données. Je pourrais partager le lien avec Raphaël et Christelle, puis elle pourrait le partager avec vous. Là. Vous pouvez aller télécharger les shapefiles, les géodatabases, puis de tous les sites d'intérêt qui sont dans les deux atlas. Ça serait parfait. On va avoir des besoins cartographiques bientôt, puis ça serait très apprécié. Donc, nous, on peut partager par la suite comment nous, on arrive à certaines priorisations. Là. Mais c'est sûr que c'est important d'ajuster on l'appelle l'arbre décisionnel, en fait, selon ce que vous souhaitez conserver pour être sûr que c'est bien orienté sur votre réalité, vos besoins. On peut aussi créer nous-mêmes nos propres zones de priorisation, j'imagine. Oui, c'est ça. Toutes les bases de données identifiées que va partager le Benoît vous permet justement par la suite de venir, selon différents critères, venir prioriser les zones les plus importantes là, par où commencer, puis où on devrait s'investir en premier parce qu'on est tous limités en temps et ressources humaines, ressources financières. Merci. Donc, dans le chat, je vois qu'on a partagé justement le lien vers l'Observatoire global du Saint-Laurent. Il faut aller dans le catalogue de données de l'Observatoire global du Saint-Laurent. C'est un lien un petit peu différent. Mais vous allez tout avoir l'information. Génial, merci beaucoup. Est-ce qu'on aurait d'autres questions? Je vous laisse quelques secondes pour y penser. Ou si vous avez des choses à ajouter, Benoît ou Catherine, sur le contenu d'aujourd'hui, des choses que vous n'avez pas eu le temps. Ah, Rémi, tu as une question? Oui, je viens d'ouvrir ma vidéo, c'est peut-être un signe pour ça. Dans le fond, tantôt, on a parlé du Healthy Country Planning. Pourriez-vous nous donner un petit peu plus de détails sur cette démarche-là? Puis aussi, est-ce que ça utilise un peu la même approche là, par chaîne de résultats que celle qui est utilisée pour les aspects plus biophysiques? C'est beaucoup axé, c'est vraiment une adaptation des normes ouvertes. Puis moi, je ne l'ai jamais utilisé comme telle, cette démarche-là. Puis il existe des formations qui ont été données aussi dans l'ouest du pays sur le Healthy Country Planning. Fait que je ne peux pas aller en fin de détail sur toute la mécanique qui est derrière ça, mais je sais que c'est la même logique, mais ça considère beaucoup plus les connaissances traditionnelles puis les sites de bien-être humain. Je pense qu'il y a des chaînes de résultats. Je ne sais pas si Catherine, tu es un peu au courant, mais je vais partager le lien aussi qui existe là, où il existe des exemples de plans qui ont été développés à différents endroits dans le monde. Et vous pourrez aller voir ça. Là. Oui, c'est de plus en plus utilisé, même à l'intérieur de conservation de la nature. C'est vraiment quelque chose vers lequel on se penche davantage. Moi, personnellement, c'est pas quelque chose que j'ai eu la chance de mettre en œuvre, mais il y a certains de mes collègues qui le mettent en œuvre. Et d'ailleurs, je vous invite à visiter justement sur le site Conservation de la nature Canada. Il y a une information sur les différents projets qu'on mène avec d'autres nations. Donc, probablement qu'il y a des démarches là, au niveau du Healthy Country Planning là, qui est mis en œuvre qu'on peut voir. Merci. Puis, peut-être une autre question, si je peux me permettre. C'était quoi ma question? Ah oui, dans la nouvelle édition du guide là, de 2020, au-delà de l'inclusion des aspects de bien-être, santé, tout ça, y a-t-il des gros changements ou updates qui ont été faits? Je pense que le volet changement climatique est mieux abordé que les versions précédentes. Puis, je pense qu'ils ont simplifié un peu plus la terminologie. Il
Et dans la version 4 en français, il y a un tableau qui présente les changements, les principaux changements qui ont eu lieu entre la version 3 et la version 4. Oui, donc c'est les principaux changements là, mentionnés. Les sites de bien-être humain sont davantage élaborés, les changements climatiques sont davantage mis de l'avant également. Puis, ils ont revu certaines menaces, certaines classifications des menaces là, au niveau de leur classification. C'est ça en gros. On parle de menaces, mais on parle aussi beaucoup de pression. Tu sais, la terminologie est importante. Des fois, l'importance des mots, il faut y faire attention. Des fois, des menaces, ce n'est pas le bon terme. Il faut parler de pression ou d'enjeu selon à qui on s'adresse. Dans la nouvelle version, on parle beaucoup de pression plus que et de menaces, mais on parle de pression aussi. Donc, merci beaucoup à vous deux. On aurait peut-être le temps pour une dernière question. Sinon, David. Oh, je vais y aller. Là, dans le fond, dans le territoire que tu présentais, c'est-tu les nouvelles aires marines protégées, là, les territoires qui ont été ciblés là, dans la dernière consultation du provincial qu'on a eu, ou c'était un exemple là, que j'ai manqué un petit bout avec les enfants? Hein? C'était au début de la présentation. Je peux montrer le territoire. Là. Je retrouve ma carte, ce sera pas long. Ça arrive. Donc... Et ça, dans le fond, c'est en cours d'élaboration ou c'est terminé, ce bout-là? Ça, c'est le territoire que nous, on a pour notre planification de conservation. C'est sûr que je me souviens pas sont où les nouvelles aires marines protégées. Peut-être que Benoît, tu peux... c'est une carte plus loin que tu as présentée. Où il y avait les priorités de conservation. Mais c'était... OK. C'était exactement, ça ressemble pas mal à la consultation qu'on a eue. Hein. Et ici, là, il y a du côté gauche. Là. Bien aussi, c'est ça. Oui, ici. OK. Oui. Et ça a été fait déjà il y a 2 ans, 3 ans. Là. Donc, c'est sûr qu'on a tenu compte de cette information-là. Là. Vous avez travaillé avec le provincial là-dessus, j'imagine? De loin, je dois avouer, là, c'est de loin. On a émis nos. Quand il y a des dossiers sur les aires marines protégées, c'est sûr qu'on apporte notre avis. Mais pour l'instant, il n'y a pas eu d'action si concrète que ça là, pour cette mise en place là. Oui, c'est ça, parce que au début, il y avait comme une démarche là, avec le MPO puis le provincial là, qui allait de bon train. En tout cas, ça ressemblait pas mal à ça, le territoire là, qui était ciblé. Là. Puis on a reçu une consultation du provincial, puis on n'entend plus parler du fédéral, en tout cas. Parce que j'en parlais dernièrement avec mes collègues de CIPIT puis de Pessamit. Puis après ça, en milieu pélagique, là, c'est les deux seules zones. C'est les 2 zones que vous avez, puis le fjord est inclus là-dedans. C'est ça que je comprends là-dedans. Oui, dans le milieu pélagique, on l'a inclus, mais nous, on a peu de... Parce que ça fait partie, on a représenté vraiment tous les écosystèmes qu'on retrouve dans ce territoire-là, mais c'est sûr que nous, nos actions à Conservation de la Nature Canada, c'est vraiment davantage sur le territoire en terre privée. Donc, on voulait l'en tenir compte, voir un peu qu'est-ce que ça ressemblait, mais après, si jamais il y a quelque chose qui ressort d'important, là, c'est là qu'on va vouloir davantage collaborer avec des partenaires qui, eux, mènent des actions au niveau des milieux pélagiques. Mais nous, comme tel, on n'a pas d'action concrète plus que partager, être sur des tables pour partager un peu nos connaissances, en apprendre plus, mais ça se limite plus à cet aspect-là parce que notre mission à nous, c'est vraiment collaborer avec des propriétaires en terre privée. Là. Ah, parfait. Puis ça, est-ce que c'est disponible en ligne? Ah là, on n'a pas partagé, excuse-moi. Oui, c'est ça que je disais en fait, c'est que c'est une carte qui vient vraiment prioriser des secteurs selon, c'est basé sur la science, puis basé surtout sur la classe. Mais après, les secteurs qu'on priorise, il y a des critères qui sont très propres à la Conservation de la Nature Canada, dans le sens que on va vouloir prioriser des terrains qui sont à côté de nos terrains, on va vouloir, on a toute une stratégie de planification qui est propre à la Conservation de la Nature Canada. Donc, c'est pour ça qu'on dit ne pas partager, dans le sens que c'est nos priorités à nous. Ouais. Puis, c'est comme notre stratégie interne. Donc là, je voulais partager juste pour vous montrer à quoi ça peut ressembler. Mais par la suite, on s'est vraiment basé, la classe de milieu d'intérêt a vraiment donné une bonne couche de présentation là, sur laquelle on est parti.
Puis on a juste rajouté nos critères. Donc, vous aussi, quand vous allez vouloir venir travailler sur un territoire, vous allez pouvoir rajouter vos propres critères qui est important pour vous. Puis ça va vous donner un début où commencer, pour être sûr de ne pas partir n'importe où, mais de dire, OK, là, pour les 5-10 prochaines années, on va mettre nos efforts là parce que ça ressort comme étant prioritaire pour nous. OK. Bon, fait que je vais arrêter ça là. Merci beaucoup pour les réponses. Bien, merci à vous. J'allais vite parce que j'avais peu de temps, là, mais c'est ça, comme je mentionnais, c'est vraiment un exemple concret très spécifique à Conservation de la nature Canada. Mais après, l'idée, c'est qu'avec les normes en conservation, on peut vraiment l'adapter là, selon ce qui nous tient à cœur, selon nos actions que nous, on souhaite mener aussi, puis notre mission, un peu nos valeurs. Donc, merci à tous. Je vais laisser la parole à notre organisatrice Raphaël pour le mot de la fin. Faudrait que j'ouvre mon micro, ça irait mieux. Bon, ben merci à tous. Si jamais vous avez d'autres questions en cours de route, n'hésitez pas. Vous pouvez m'écrire toujours, même si vous avez des suggestions pour améliorer le webinaire. Il va y avoir un sondage, ça va être à la fin des 3 webinaires, là, mais en attendant, n'hésitez surtout pas à nous écrire si vous avez des questions, besoin de détails, tout ça. Donc, c'est ça, c'est la fin du webinaire aujourd'hui. Je veux remercier Benoît et Catherine pour leur présentation. Je ne sais pas pour vous, mais moi, j'en ai appris énormément ce matin. Merci aux 2 traducteurs, Daniel et François, pour leur travail qui est très, très, très important. Puis à mes collègues l'IDD, Laurie et Christelle. Surtout, merci à vous d'être là. Sans vous, on n'organiserait pas ces webinaires-là. Puis un petit rappel que le prochain webinaire, c'est jeudi prochain, le 25 mars, à 9h30. Portera justement sur les atlas qui ont été mentionnés par Benoît et Catherine tout au cours de leur présentation. Puis le lien Zoom, comme pour ce webinaire-ci, il va vous être envoyé en début de semaine prochaine. Donc, j'aimerais aussi souligner la contribution financière d'Environnement et Changement climatique Canada pour la réalisation de l'événement. Sur ce, au plaisir de vous revoir lors des prochains webinaires. Merci. Merci à tous. Merci beaucoup. Bonne journée. Bonne journée. Ciao.